première levée de fonds, on lève 3 millions. Moi, je pars à la course pour lever 20 millions sur la deuxième levée de fonds. Donc on parle quand même d'autorité légale, hein. Il doit verser le premier million sur l'année numéro 1. Dans le business, une fois ok, 2 fois je tolère, 3 fois je tolère plus. Pendant 6 mois, il nous a baladés et je vais essayer de scaler cette startup encore plus et je veux vivre du digital. Début 2024, de partir en Chine, de voir des usines, de rencontrer aussi nos agents et de pouvoir trouver le produit qui puisse créer une société qui peut faire 10 millions de chiffre d'affaires à l'année. Et mon père, il rigole un petit peu en me disant « Mais Méline, t'as plus d'argent !» Bonjour à tous, ici Lisa Oran. J'accompagne les entrepreneurs dans la croissance de leur activité et la concrétisation de leurs projets par le biais du mentorat. Et aujourd'hui, je vous accueille dans le 6e épisode de mon podcast Tu m'inspires. On est accompagné de Méline Borajo, une entrepreneuse talentueuse, créative, déterminée et ambitieuse qui a fait plus de 3 millions de chiffre d'affaires avec ses marques e-commerce. Toujours la tête sur les épaules, elle manie ses entreprises d'une main de maître en priorisant tout le temps l'action. On va reprendre son parcours de A à Z pour comprendre vraiment comment elle a réussi à en arriver là. Ce qui, la connaissant, n'est que le début de ses objectifs. Du coup, je vais te bombarder de questions. Je pense que l'épisode va être long et intense. Okay. Comment ça va ? Ça va bien. Merci Lisa d'organiser tout ça. C'est super. Bah, merci à toi pour ta présence parce que je sais qu'en plus c'est rare que tu fais des interviews. Oui, j'en ai pas fait beaucoup, je pense 2 maximum. Donc c'est un peu nouveau, mais je suis très contente de le faire. Trop bien. Bah, on a beaucoup de chance de t'avoir alors. Est-ce que tu peux te présenter à ton tour à ta manière ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Méline, j'ai aujourd'hui 25 ans. Je suis à Bali depuis quelques mois. Je suis originaire de Suisse, de Lausanne. Aujourd'hui, j'ai 3 sociétés différentes qui ont des buts et des activités différentes. Je pense que je suis de nature très créative et je passe ma vie, mon quotidien, à juste réaliser toutes ces idées créatives que j'ai dans mon quotidien. Et pour ça, j'utilise le business pour vraiment mettre en couleur tout ce que j'imagine. Trop bien. Et d'ailleurs, on va en revenir parce que oui, tu dis que tu es suisse. Oui. Et moi, j'avais une question d'emblée. Est-ce que les Suisses, ils ont une mentalité différente avec les Français ? Alors, c'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Je pense que les personnes suisses, on n'a pas une mentalité différente dans le sens où je pense qu'on est humain de manière générale, peu importe où tu arrives sur la planète. Il y a une chose que je trouve relativement différente, c'est dans l'éducation. En Suisse, il y a vraiment un point d'honneur sur l'éducation financière. Donc, je le dis ça par rapport, par exemple, aux entrepreneurs, au business ou même à la dynamique dans le monde du travail, où on sent quand même une éducation financière qui est très forte dès le départ. Et ça, je pense que c'est dû à quand même une chose, c'est que les jeunes, quand ils terminent l'école obligatoire à 15 ans, je dirais qu'il y a 50% qui font des études et on a 50% d'autres jeunes qui font un apprentissage. Donc l'apprentissage, il est très très prisé en Suisse. D'accord. Donc à partir de 15-16 ans, tu commences à travailler, à gérer tes finances, à payer tes factures, etc. Ok. Oui, parce que je te posais la question parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entrepreneurs très talentueux qui viennent de Suisse. Et je me demandais s'il y avait un secret, tu vois. Secret. Écoute, je pense pas parce que moi, pour le coup, je rencontre plein d'entrepreneurs qui sont talentueux, qui viennent de France. Okay. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y en a plus en Suisse qu'ailleurs. Ok. En Bretagne, notamment, tu rencontres. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voyage et puis qu'on rencontre des Français qui sont entrepreneurs, je dirais qu'on a au moins 3 personnes sur 5 qui nous disent je viens de Bretagne. C'est fou, ça. C'est fou. Et même à Malte, parce que j'ai habité à Malte pendant 3 ans, la majorité des gars qui étaient avec moi, des entrepreneurs, ils venaient de Bretagne. Ok. Donc, il y a quand même peut-être une prédisposition sur les Bretons. Et je suis bretonne, je précise. Et tu es bretonne en plus, tu vois. Comme quoi. Bon, alors, on va reprendre un peu ton parcours parce que l'objectif, c'est de comprendre comment tu as réussi à en arriver là aujourd'hui. Ouais. Et vraiment d'essayer de voir ton évolution même dans ton mindset, dans ton parcours. Alors, si on reprend tes études, toi, donc tu as fait tes études en Suisse. Et tu as fait tes études dans l'hôtellerie de luxe, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et tu étais quel type d'étudiante ? Oula, à l'école ? Ouais. À l'école, je pense que j'ai eu plusieurs vies d'étudiante. Okay.
J'ai commencé par être très studieuse. J'ai un grand frère qui a une année de plus, donc à chaque fois, je faisais mes devoirs à la maison avec ma mère et mon grand frère. Donc j'avais de l'avance à chaque fois, donc j'avais vraiment le côté très studieuse au début. Et après, tu passes dans le collège des grands et là, du coup, ça a été un petit peu différent pour moi. J'ai eu pas mal d'harcèlement scolaire. Donc, par défaut, je me suis renfermée. Et là, j'ai commencé à être la rebelle au fond de la classe, qui vient pas aux cours. Donc, j'ai loupé énormément de cours aussi, vu que c'était une contrainte psychologique énorme pour moi d'aller à l'école. Donc, j'ai eu après tout l'opposé, où j'étais la fille rebelle, mal polie, et j'en passe. D'accord, ok. Et du coup, à ce moment-là, c'était quoi ta vision, même dans l'avenir? Comment tu voyais les choses et où tu te voyais? Alors là, si on reprend cette période scolaire où un petit peu c'était difficile pour moi, donc de 12 à 15 ans, j'avais vraiment des problèmes, on va pas dire psychologiques, parce qu'aujourd'hui je me sens très bien, mais j'étais très instable, j'étais très faible, donc j'ai eu cette phase où je détestais les gens, je détestais le monde, je détestais la société. J'étais vraiment dans une auto-persuasion que la vie, elle est pas bien, que les gens sont pas bons. Donc, je me renfermais énormément. Et là, j'ai commencé aussi un peu la méditation grâce à une amie à ma maman. Et la seule chose qui était bien pour moi, c'était la nature et les animaux. Donc, c'était vraiment mon havre de paix. Donc, tout ce qui était humain, société, j'étais contre ça. Même l'argent, moi, c'est quelque chose qui m'angoissait. Le monde du travail, tout ce qui était hiérarchie, c'était vraiment une angoisse pour moi. Ok. De toute façon, ces périodes-là, l'adolescence, c'est difficile en vrai. Tu dois faire des choix déjà sur ta vie, décider où est-ce que tu veux aller. T'en sais rien. En plus, t'es en train de grandir mentalement. Ah oui, complètement. C'est compliqué, quoi. C'est le plus difficile. Et en plus, à cette période à l'école, en Suisse, on a un système de points pour pouvoir continuer nos études. Donc, t'imagines bien que moi, j'étais dans une période qui était où j'étais pas au cours, où je faisais des choses mauvaises. Et du coup... T'avais pas de points. J'avais pas les points nécessaires. Et pour le coup, moi, j'ai réussi ma scolarité, mon école obligatoire en trichant. J'ai aucun mal à le dire, j'ai aucune honte à le dire. Je savais que en termes de leçons, j'étais pas du tout à la hauteur. Donc la seule manière pour moi de quitter l'école au plus vite et de réussir quand même, c'était de tricher. Donc heureusement, j'ai toujours été assez maline parce que j'ai toujours eu le grand sourire. Donc j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc moi, j'ai réussi ma scolarité en trichant très clairement. Mais je savais que je pourrais pas faire d'études plus haut. Et du coup, il fallait que je trouve un job, un apprentissage. Donc quand on te demande à 15 ans quel apprentissage, bah en fait, tu te rends compte que ça va être peut-être le métier de ta vie. Et là, tu as une angoisse supplémentaire en te disant, mais qu'est-ce que je veux faire pendant toute ma vie ? Et du coup, moi, la seule chose que j'aimais, nature et animaux, je me suis dit, je veux voyager. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'hôtellerie. D'accord, ok. Et donc, du coup, tu fais un apprentissage en hôtellerie, donc tu commences la vie pro comme ça, finalement. Ouais, exactement. Donc, avant de faire mon apprentissage en hôtellerie, j'ai pris... presque 1 an en tant que fille au pair. Je suis partie à Zurich pour apprendre l'allemand. Donc, j'y suis pas restée autant de temps que nécessaire parce que du coup, déjà que je m'isolais beaucoup et que c'était difficile pour moi, je me suis retrouvée dans une campagne à Zurich, dans le néant avec des enfants. Là, t'avais de la nature. Là, j'avais de la nature, mais du coup, à contrario, je sentais que je me refermais de plus en plus et que j'étais vraiment pas bien. Et à ce moment-là, j'ai eu le courage de dire à mes parents que j'étais pas bien et qu'il fallait que je rentre et que j'avais aussi besoin d'aide à ce moment-là. Donc voilà. Trop intéressant. Et après, j'ai commencé mon apprentissage. Donc je suis revenue en Suisse. Là, j'ai cherché du coup des places d'apprentissage et je savais que tout ce qui est hôtellerie, restauration, c'est super compliqué. Et je me suis dit, quitte à faire de l'hôtellerie, autant être dans le meilleur hôtel qu'on a en Suisse. Donc j'ai postulé au Beau Rivage Palace à Ouchy et dans un autre palace. Et j'ai eu de la chance d'être prise directement au Beau Rivage. Ok, trop bien. Et hyper formateur, je pense, de travailler dans des établissements comme ça. Incroyable. C'était très difficile. Donc moi, j'avais une période en plus qui était très hippie, où j'avais beaucoup de piercings, beaucoup de bracelets. Donc c'était vraiment un univers où même eux, quand ils m'ont vu la première fois, ils m'ont dit par contre, tout ça, on enlève. J'ai eu une période donc très, très hippie. J'allais en festival de reggae. Donc j'ai dû vraiment changer aussi sur moi parce que du coup, tu es en uniforme, tu es les cheveux attachés, tu dois faire attention à toi. Donc déjà, ça, pour moi, ça m'a reconnecté à moi, où je devais prendre soin de moi.
Et ça m'a reconnectée aux gens, parce que dans l'hôtellerie, tu dois parler aux gens. Et là, j'ai repris goût aussi à l'échange humain, aux interactions. Et après, le métier en lui-même, ça m'a appris la discipline, la rigueur, le travail dur et acharné. Et ça m'a appris énormément. Et c'est aujourd'hui, je pense, ce qui m'aide dans le business, c'est une école de vie. Je me souviens, ma boss, elle me disait souvent quand je me plaignais, elle me disait Méline, tais-toi et travaille. Donc j'ai toujours ce truc aujourd'hui dans ma tête quand je me plains, c'est tais-toi et travaille. Donc voilà un petit peu cet apprentissage qui a duré 3 ans. Ok. Et donc après, tu te lances dans... Non. Alors après mon apprentissage, j'ai donné vraiment beaucoup pendant ce temps. Et la directrice du Beau Rivage a ouvert un poste pour moi. Et du coup, j'ai réussi à négocier ma place aussi avec le salaire que je voulais sur un temps partiel. Et du coup, là, je faisais un peu du public relation. Donc, j'allais m'assurer que tout aille bien, que mes clients sont bien, que les nouveaux clients de l'hôtel ou les anciens clients de l'hôtel sont bien. Donc là, en fait, j'ai pu vraiment exploiter mon plein potentiel dans la communication. Et du coup, c'était vraiment contrario parce que j'adore communiquer, j'adore parler aux gens, j'adore partager et réunir. Et ce poste, c'était vraiment fait pour moi. Et je suis tellement reconnaissante qu'elle a ouvert un poste dédié à mes meilleurs skills. Donc, c'était super. Trop bien. Donc, pendant 1 an, j'ai fait ça. Ok. Et pourquoi t'as arrêté ? J'ai arrêté parce que j'aspirais à d'autres choses. J'avais envie de faire plus. Je me suis redécouvert. J'ai compris que j'avais un bon potentiel aussi sur le management grâce à cet apprentissage, la communication. Et moi, mon goal, c'était de voyager. Okay. Oui, t'avais toujours ça en ligne de mire. Ça a toujours été. Okay. Toujours été. Ça a toujours sonné juste au fond de moi. J'avais beaucoup de rêves étant jeune et je me suis dit qu'il faut prendre ce courage maintenant pour arrêter ce job et puis pouvoir faire quelque chose. Ok. Et donc, tu arrêtes ce job, tu te lances en freelance ? Donc là, je demande à mes parents si je peux être hébergée, nourrie pendant 1 an. Et là, en freelance, donc je prends une première formation dans le e-commerce avec qui je me lance avec mon frère. Ok. On teste une première boutique, pas de résultats, 2, 3, etc. Donc on teste pas mal de choses. Et là, j'ai l'opportunité de travailler en tant que modèle, donc dans le mannequinat. Donc pendant 1 an, de nouveau, nouvelle opportunité. Moi, toutes les bonnes opportunités, je les ai toujours saisies. Donc on me contacte une fois, donc je fais un premier shoot, un deuxième, un troisième. J'ai des magazines qui me contactent. Je bosse pour des marques comme Calvin Klein, Puma, Ferrari. J'ai aussi fait pas mal mannequin de touristes ou des hôtels, des croisières, des trucs comme ça. Donc je me dis, let's go, je saisis l'opportunité, je gagne de l'argent, je voyage, je rentre dans un milieu qui est créatif, donc tout ce qui est la photo, stylisme, etc. Donc c'est un monde où j'adore, je me dis, let's go, ça me parle beaucoup. Je rencontre des gens aussi extraordinaires. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai du temps et je me lance à fond en tant que freelance. Et là, au début, en tant que freelance, je fais pas la capricieuse, je fais tout ce qui est faisable. Je me dis, le goal, c'est gagner mon argent, c'est pas de retourner travailler. Et en fait, je le faisais, mais même pas de manière consciente. C'est juste que j'ai toujours vu ça un peu comme un challenge, un jeu. Et j'avais des choses qui se présentaient à moi. Donc, let's go, je suis bien, ça résonne juste, je me fais kiffer. Donc, let's go. Et là, en freelance... Au début, je faisais des présentations PowerPoint pour des gens, des sociétés. Et ça fonctionnait bien parce que je faisais les choses de manière très design. J'arrivais bien à véhiculer un message que les sociétés, elles avaient via le PowerPoint. J'ai fait de la gestion de réseaux sociaux, j'ai fait un peu de mail. En vrai, je faisais tout, même si je savais pas le faire. Je disais aux gens, oui, t'inquiète, je sais faire. Et dès que je rentrais, je ponçais le sujet sur YouTube à droite à gauche. Et après, je faisais. Donc voilà, ça pendant 1 année. Et du coup, t'arrivais à en vivre de tout ça ? Alors, j'arrivais à tirer de l'argent. En vivre en Suisse, c'est compliqué. C'est vrai que... Un salaire moyen par rapport à ce que j'avais, par exemple, au Beau Rivage. En tant que Suisse, en plus, on est minimum à 5 000 francs par mois. Donc, en réalité, j'arrivais à faire des très beaux mois, des mois un peu plus faibles, ça variait. Heureusement, j'étais chez mes parents, donc pas de loyer, pas de nourriture. Donc finalement, à part mes assurances qui sont quand même très coûteuses en Suisse, mon téléphone, le reste, c'était pour moi. Donc oui, j'arrivais à en vivre, j'arrivais même à faire des voyages à droite à gauche, donc c'était ce que je voulais de base. Et après, j'ai vite transité en agence parce que
j'avais beaucoup de clients dans la région suisse francophone qui venaient me voir, qui me contactaient pour des besoins particuliers, des objectifs particuliers. Ouais. Et du coup, j'arrivais vraiment à bien mener leurs projets. Et du coup, à force, j'avais de plus en plus de gros clients. Je pense que le plus gros client que j'ai dû signer, j'avais un contrat à 40 000 francs pour une mission. Donc moi, ce que je faisais, à force d'avoir eu des skills, c'est que je faisais plus de la gestion de projet. Tu déléguais. Je déléguais. J'avais des clients qui me faisaient confiance parce que j'arrivais bien à parler, j'arrivais bien aussi à vulgariser ce que j'allais mettre en place. Et du coup, on venait me voir avec un budget et moi, j'allais trouver les indépendants les plus performants dans leur domaine pour mener à bien les objectifs de mes clients. Ok. Pour les conversions, parce que là, tu as dit 5 000 francs, 40 000 francs, en euros, ça représente quoi? Je crois qu'on est presque à 1-1. Je crois qu'on est presque aujourd'hui à 1-1. Des fois, il y a un peu de variable, mais aujourd'hui, je pense 40 000 francs, on est presque à 40 000 euros. Ok, ah oui, donc c'était quand même des gros projets assez conséquents, quoi. Ouais, il y a eu, ça c'était mon plus gros projet, et puis après, en moyenne, c'était des enveloppes sur l'agence à 10 000 francs. Ok. Oui. Trop bien. Et donc ça, cette agence, tu la tiens pendant combien de temps? Ça, je la tiens pendant 1 an et demi. Ok. 1 an et demi, et en fait, un jour, j'ai une cliente qui... c'est pas une cliente. Je vais vous raconter l'histoire parce que c'est quand même ouf. Comme la vie, elle est bien faite. Moi, je crois beaucoup à ce que la vie nous apporte. Donc, mon ex-copain avec qui on bossait un petit peu tous les deux, une femme vient, et c'était l'amie de sa maman, Patricia. Et donc, elle nous parle de son projet. Et c'était un projet dans la médecine quantique. Donc déjà, moi, j'avais pu faire un peu de méditation, donc j'avais une ouverture, on va dire, spirituelle. Mais de là à parler de quantique, c'était vraiment beaucoup plus loin pour moi. Et je l'écoute, et en fait, elle soigne des gens au travers de la biorésonance, donc la médecine alternative au travers de l'eau. Donc déjà là, je me dis, ok, c'est spécial, mais voilà, je me dis, c'est cool, c'est un produit, ça fait du bien aux gens. Moi, ça faisait sens pour moi. Je la vois, on parle de son projet et je me dis bon, elle va galérer avec sa boîte parce que c'est compliqué. Et en plus, elle est un peu plus âgée, elle a 55 ans, je crois. Donc du digital, à ce moment-là, je me dis ça va être un peu sportif. Bref, un autre jour, un autre meet-point avec sa famille à mon ex-copain, je la recroise. Et là, elle me reparle de son truc et je me dis purée, c'est quand même ouf. Et un troisième événement, je la revois. Et à chaque fois, vraiment, on se voit de manière un peu imprévue, où elle vient me parler d'autres choses. Et là, à un moment, je me dis, OK, il y a quelque chose à faire de super intéressant. Donc, elle commence à bosser avec moi et mon ex sur son concept. On l'aide à développer ce qu'elle fait. Et là, du coup, je me prends au jeu et je m'y consacre à 100%. Je me dis, OK, c'est incroyable. C'est un produit, on est dans le textile. Le potentiel que je voyais pour cette boîte, je me suis dit, on va révolutionner le monde. Là, on fait de la médecine alternative, on peut soigner des gens avec du vêtement. Je trouve ça extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à se faire, c'est le texticament. Et du coup, je me suis dit, OK, on est précurseur du domaine. Donc voilà, je m'associe avec elle et pendant 2 ans, je bosse à fond avec elle. Dans l'esprit start-up, du coup. 100%. C'était quoi, votre contrat, vous étiez associés ou tu travaillais pour elle, tu gagnais Alors, au début, je travaillais pour elle gratuitement, clairement. D'accord. Donc moi, au début, elle a payé une prestation et après, par la suite, on a eu une promesse d'action au capital. Et du coup, on travaillait finalement gratuitement parce que quand tu es dans une start-up, tu peux pas demander de l'argent parce que l'argent, il est là pour développer surtout la recherche et développement, mais en plus le marketing et j'en passe. Donc, à ce moment où je décide de bosser avec elle, je prends la décision de partir à Malte. Mais je prends la décision de partir à Malte, non pas pour bosser avec elle, parce que moi, dans la continuité, j'avais quand même fait un apprentissage. Donc moi, dans mon subconscient, j'étais toujours un peu en mode apprentissage, études. Et moi, je m'étais dit, le goal, c'est quand même continuer mes études. Et on a d'accord. Donc moi, dans ma tête, voilà, si tu veux, je gardais en tête qu'il fallait que je fasse ça. Et comme je te dis, les opportunités, je faisais des contrats, je faisais du mannequinage, je gagnais de l'argent. Mais j'ai jamais pris ça au sérieux en mode, je vais lancer mon business, mon entreprise et tout. J'ai toujours fait parce que... je sais pas, ça venait, je me faisais de l'argent, ça me faisait kiffer, mais dans ma tête, j'ai tellement été
programmer et matrixer des petites, bah, tu fais ton école, tu fais tes études, tu fais un bachelor. Donc moi, dans ma tête, je devais faire ce bachelor. Je pars à Malte, en parallèle de bosser sur cette start-up. Et je pars à Malte pour 3 mois. Moitié de mes journées, je fais des cours d'anglais pour obtenir mon diplôme, mon advance, pour rentrer à l'école hôtelière de Lausanne. D'où ton bon niveau d'anglais. Voilà, peut-être, d'où le bon niveau d'anglais. Donc, je pense le beau rivage, les clients étrangers, c'est une clientèle étrangère, ça m'a énormément aidée. Et du coup, je pars à Malte. Le matin, je bosse sur mes cours, donc je fais mes cours d'anglais. Et l'après-midi, je me pose toujours au lobby du Hilton, qui est un hôtel à Malte, pour bosser sur mes projets et sur la start-up. Donc, j'avais vraiment ces deux, 50-50. Et un jour, à Malte, j'entends des gars qui sont assis à une table, qui parlent Facebook, Shopify, blocage. Et vu que j'avais déjà essayé le dropshipping, des boutiques e-commerce, là, je dis à ma sœur, je dis, eux, c'est sûr qu'ils font du dropshipping. Et du coup, à un moment, la serveuse, elle vient vers nous, elle nous apporte des chocolats chauds. Moi, je bois pas de lait, du coup, je lui dis non, j'en ai pas envie. Mais ils peuvent payer notre addition s'ils veulent, les gars. Et du coup, ils viennent nous parler. Et là, on discute. Et donc, ils font bien du e-commerce. Ils venaient de se rencontrer la veille pour un événement Google Ads. Donc moi, je discute avec eux, que des garçons. Ils m'introduisent au groupe. Et en fait, tous les matins, je continue mes cours d'anglais. Et l'après-midi, on fait des workshops, on co-work ensemble. Donc je suis la seule fille parmi une ribambelle de gars. Je pense qu'ils étaient bien une vingtaine à ce moment-là. Et en fait, tous les après-midi, je bosse avec eux sur la start-up. Et là, je vois que les connaissances de chacun, parce que c'est que des profils différents, c'est que des gens qui ont une expérience différente et un domaine différent, bah en fait, en implémentant ça sur la start-up, c'est extraordinaire. En un an, je transite la boîte de B2B à B2C. Incroyable. Donc voilà. Et du coup, bah, bien sûr, 3 mois d'anglais. Après ces 3 mois d'anglais, bah, je retourne en Suisse. Moi, dans ma tête, je suis toujours en mode, je vis jour le jour, je me dis pas qu'il y a quelque chose de plus ou de moins. Enfin voilà, dans ma tête, je dois faire mes études, mais de l'autre côté, je fais des projets, ça me fait kiffer. Je rentre en Suisse, je reste 2 semaines, et là, je me dis, là, à ce moment-là, je suis dans mon lit, et là, j'ai une réalisation où je me dis, mais est-ce que je ferais pas ça de ma vie, en fait ? Je gagne de l'argent, je voyage, et en plus, j'ai rencontré des gens qui sont comme moi. Je pense que j'avais besoin de rencontrer des gens comme moi parce qu'en fait, avant ça, j'ai accompagné des sociétés, j'ai vu plein de choses, mais j'ai pas rencontré de jeunes qui prenaient le risque de partir et de dire « Ok, maintenant, je lance mon activité. » Donc, je dis à mes parents que je vais pas faire d'études. Donc là, mes parents, ils tombent assez haut. Même si mes parents, c'est pas des bons Suisses. J'ai un père espagnol, j'ai une mère française. Donc j'ai la nationalité suisse parce que je suis née en Suisse. Mais j'ai des parents qui sont très ouverts d'esprit, très communicatifs. Et du coup, mon père, il me dit « Mais tu vas faire quoi à Malte ?» Je lui dis « Écoute, je repars à Malte et je vais essayer de scaler cette start-up encore plus et je veux vivre du digital. » Et mon père, il rigole un petit peu en me disant « Mais Méline, t'as plus d'argent ?» J'avais mis tellement d'argent dans la start-up à m'autofinancer et en plus à Malte, etc. Puis je lui dis, bah écoute, je crois qu'il me restait 2000 francs à ce moment-là. Je lui dis, bah écoute, je vais me mettre en coloc et puis j'ai 2 mois. J'ai 2 mois et on verra ce que j'arriverai à faire. Ok, donc si je reprends un petit peu, là, tu es vraiment dans un moment de bascule où tu passes d'une mentalité je continue mes études à me former pour être salarié dans l'avenir et pourquoi pas même évoluer, mais en tout cas dans ce côté salarié, à ok, je me tente, j'essaye de me mettre à temps plein et d'entreprendre. C'est ça. Donc là, je prends la décision de repartir à Malte, de me consacrer à 100% sur cette start-up. Et là, vu que j'avais mis énormément de sous dans la start-up et que j'avais mis énormément de mon temps et que voilà, c'est un investissement. Quand tu bosses dans une start-up, tu peux pas compter ce que tu as investi là-dedans. Donc, j'avais pas beaucoup d'argent. Et là, quand je prends la décision de retourner à Malte, mes parents me disent va essayer si tu veux. Et là, je me donne une deadline de 2 mois. Et j'avais, je crois, 2000 € pour finir à bien et essayer de vivre en fait d'une activité que j'avais mis en place avec la start-up. Ok, donc comment ça se passe à Malte ?
T'es toute seule, t'es avec les... Non, alors là, à Malte, du coup, une dynamique incroyable. Donc, quand j'y retourne, on se met pas dans le centre à Sliema, on va à Boudjiba. C'est un peu le petit bled où on est sûr que c'est pas trop cher. Je me mets en coloc avec Hugo et là, on travaille très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. On fait souvent des moments de coworking avec toute l'équipe et je me rends compte que chacun a vraiment des domaines d'expertise différents. Je suis la seule fille, je suis entourée de 20, 30 gars. Mais là, c'est hyper intéressant parce que l'objectif de tout à chacun, c'est de vivre de son business. Et moi, je suis dans la même dynamique d'eux. Et aussi, en tant que femme, c'est important de poser ses limites et d'avoir une tolérance zéro avec eux. Donc, je suis là comme eux, je veux me faire respecter comme eux, comme quelqu'un qui a les mêmes objectifs et qui a envie de vivre de son business. Ok. Et d'ailleurs, cette relation, le fait que tu sois la seule femme entourée de plein d'hommes, est-ce que c'était difficile ? Alors au début, bien évidemment, comme hommes et femmes, surtout chez les hommes, il y en a qui essayent, mais directement, je mets des barrières en disant, voilà, moi je suis là pour entreprendre, j'ai des objectifs et je veux être considérée comme un membre de l'équipe en tant que femme qui veut travailler, qui a des objectifs et qui veut rester dans ce groupe et se faire respecter en tant que quelqu'un qui veut faire du business. J'ai jamais eu trop de mal avec les hommes à les mettre un peu dans cette friend zone parce que depuis très jeune, depuis ce parcours scolaire d'harcèlement, j'ai toujours été énormément avec des hommes. Parce que tu te sens peut-être un peu... C'est plus simple. Et je pense que à l'époque, c'était plus dans mon énergie. Il y a moins de réflexion, il y a moins de problèmes. Aussi, moi, j'ai été vraiment traumatisée par ces femmes à l'école qui m'ont mis un petit peu et qui m'ont mis complètement même la misère. Donc voilà, je reste avec des gars, c'est plus simple. Et même en termes de discipline, de sport, de mentalité, ça sonne beaucoup plus juste avec moi. Donc, j'ai jamais eu de soucis à rester vraiment que avec des hommes. Ok. Et donc, t'es à Malte, en coloc avec ce Hugo. Oui. Et comment ça se passe vos journées, c'est quoi ? On travaille. On se lève, le réveil sonne, on se met sur nos ordis et on travaille. Et toi, tu bosses donc à 100% sur 100% Will. sur la start-up, Will Life, exactement. Ok. Et à ce moment-là, tu n'es pas payée ? À ce moment-là, au début, les premiers mois, je ne suis pas payée. Et à un moment, je demande à être rémunérée parce que pour moi, c'était clair. J'ai 2 mois, je travaille à fond, je génère des chiffres d'affaires qui sont conséquents à l'époque pour cette société, surtout qu'au début, elle faisait du B2B, et là, on a transité vraiment à 100% B2B. Je passe 12-15 heures par jour sur le projet, je m'arrache sur tous les domaines, je me forme sur tous les domaines, donc je demande un petit salaire qui est de 2000 francs. Donc à Malte, ça va. En Suisse, tu ne vis pas avec 2000 francs, donc c'était largement convenable par rapport à ce que j'arrivais à générer à la société. Et Patricia, bien évidemment, elle accepte. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles du nombre de d'heures de travail que tu faisais, et même que je pense que tu fais encore des heures un peu similaires. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Patricia. On a déjà parlé de toi, et elle m'avait fait rire parce elle avait dit que tu étais une machine de guerre. Et sur ça, je la rejoins complètement pour avoir travaillé avec toi aussi. Tu as une capacité de travail assez incroyable. Enfin, tu arrives à travailler vraiment focus de beaucoup d'heures d'affilée. Et ma question, c'est comment tu fais en fait ? Comment tu arrives à tenir ce rythme ? Alors, je pense que j'ai testé pas mal de petites choses à droite, à gauche. Et déjà, merci de me voir comme ça parce que ça me fait plaisir que tu puisses avoir cette perception. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est comment être le plus active, le plus longtemps dans ma journée, mais active d'une manière intelligente, pas faire des choses qui servent à rien. Comment tu gardes ton niveau de réflexion le plus longtemps possible. Et du coup, j'ai réussi au fil du temps à tester plein de choses dans ma routine qui augmentent bien évidemment les capacités autant cérébrales que physiques à tenir sur le travail. Et après, il y a une chose, et c'est ce que je te disais, c'est tais-toi et travaille. Ne pas te laisser le choix et de vraiment, il faut faire encore et encore. Et après, tu vois, aujourd'hui, ce que je fais, c'est même plus une considération comme du travail. Ça fait très longtemps que je mets plus de réveil. Je me réveille automatiquement entre 7h, 7h30. J'ai envie de faire parce que j'ai des idées, j'ai envie de les concrétiser. Et ça me fait tellement kiffer aujourd'hui que c'est même plus une charge de travail. Par contre, pour garder la rigueur, la discipline, être vraiment proactive, j'ai quand même mis des petites choses en place dans mon quotidien. Comme quoi ?
Par exemple, je jeûne. Le matin, je mange pas. Souvent, à midi, je mange pas ou je mange très tard. Donc ça, déjà, ça permet à mon corps de pas être en phase de digestion. Donc, je suis toujours le cerveau qui est très réactif. Tout ce qui est routine sportive, c'est hyper important de au moins bouger son corps. Donc ici, à Bali, le matin, je fais souvent du yoga. Je vais pas forcément à la salle de sport, mais au moins rester actif. Et après, c'est des petites choses dans ma journée de travail où, par exemple, tout ce qui me prend de l'énergie, tout ce qui va être le côté stratégique, réflexion ou le côté créatif, je le fais le matin. Parce que le matin, je me réveille, je suis très créative, j'ai plein d'idées. Si je dois faire du contenu ou si je dois réfléchir à des concepts ou des nouvelles créations pour nos marques. Et tout ce qui est stratégique aussi, qui me demande le plus d'énergie, on va dire cérébrale, je le fais le matin. Et plus la journée, elle avance, plus je fais des choses qui sont no-brain. Donc répondre à des messages, des mails, faire des retours, etc. Et comment tu arrives, du coup, dans ces journées-là, à tout le temps être dans la proactivité et ne pas laisser le perfectionniste aussi prendre le dessus? Parce que pour avoir travaillé avec toi, encore une fois, tu fais toujours les choses extrêmement bien. T'es pas non plus du genre à faire les choses bâcler les tâches et les envoyer. Mais par contre, tu as aussi ce côté très, très, très proactif. C'est-à-dire que ça avance, quoi. Tout ce qu'on crée, on les teste rapidement, on optimise. Donc, comment tu arrives à ne pas laisser ce perfectionnisme prendre le dessus, voilà. Alors, je sais que c'est un problème souvent qui arrive chez les gens. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Et ça, faut le garder en tête. Quand tu pars du principe que tu fais quelque chose et tu te dis « ça pourrait être mieux », c'est que c'est déjà bien, ok ? On conserve le bien et la fois prochaine, quand tu répètes ta tâche ou ce que tu es en train de faire, là, tu pourras faire mieux. Mais tu n'es pas obligé de faire mieux à 100%, tu peux faire mieux à 1%. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut que ce soit bien, pas que ce soit mieux. Parce que si tu pars tout le temps du principe que ça peut être mieux, ça peut être mieux, ça peut être mieux, finalement, tu fais jamais rien parce que tu es toujours en train de faire mieux. Donc, conserve ce qui est le bien, utilise ce qui est bien, et la fois prochaine, c'est pas grave, tu fais 1% de mieux que la fois d'avant. Et ça, c'est très important parce que ça te coupera jamais dans ton workflow de est-ce que, par exemple, je publie sur les réseaux, mais ça pourrait être mieux, ou ci ou ça. Et là, bien évidemment, tu vois les gens, les résultats qu'ils ont, tu vois ce qu'ils créent comme contenu, par exemple, et tu te dis mais c'est ci et ça, c'est trop stylé. Oui, mais il faut pas oublier que où ils en sont aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup de choses bien, finalement. Ouais, il faut arrêter en fait de se comparer parce que faut pas. Maintenant avec les réseaux, on voit à chaque fois les gens ils font des trucs de fou, c'est super quali et tu te dis mais moi en fait ce que je viens de faire là c'est pas du tout à la hauteur quoi. Et du coup, tu vas pas le sortir et tu n'avances pas, tu fais rien et t'es paralysé en fait. C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut toujours faire bien. Le mieux, il arrive plus tard. Le perfectionnisme, il arrive plus tard. Et généralement, les gens qui font des choses parfaites, ils ont une équipe, ils investissent de l'argent, il y a aussi des budgets derrière. Et j'aime bien, par exemple, Lena Situation, pas pour forcément son contenu, parce que je le consomme pas, mais quand tu regardes juste l'entrepreneuse et la fille créative derrière, quand tu regardes ce qu'elle a fait depuis 15 ans, en fait, elle a juste fait mieux par rapport à la fois précédente, même si c'était pas parfait, c'était bien. Et elle a juste essayé de faire mieux après. Ouais, sur une cadence très très élevée, quoi. Exactement. Et la cadence, c'est juste faire. Donc toi, finalement, ce que tu peux manager aujourd'hui, c'est pas faire la chose parfaite, parce que si tu commences, t'as pas le budget, t'as pas les équipes, t'as pas les connaissances et l'apprentissage nécessaires. Donc faut juste faire et après, tu vas t'améliorer. Et surtout, tu vas gagner de l'énergie aussi parce que... à te poser des questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, déjà c'est la petite voix dans ta tête elle est horrible, il faut surtout pas laisser place à cette petite voix, mais il faut être dans la conscience du moment présent et oublier cette petite voix qui va venir te pourrir la vie. Mais cette petite voix, faut se le dire à toi-même, parce que cette petite voix, c'est toi, donc faut vraiment lui dire des choses drastiques. Et moi vraiment, c'est le mot ta gueule. Je le sens hyper violent quand quelqu'un te le dit. Déjà, c'est violent, mais quand tu te le dis à toi-même et que tu te dis maintenant c'est bon ta gueule, ok, vas-y, va-t'en. Et ça, c'est hyper important de mettre un point strict avec ça. Je ne veux pas de ça.
Il faut pas laisser cette petite voix venir obstruer ta vie. Surtout que c'est pas vraiment toi, au final, c'est ton ego qui veut te protéger, en fait, qui te dit non, mais fais pas ça, t'as peur, c'est pas fait pour toi. Et après, ça te fait douter, ça te fait même remettre en question tout ton business. Tout. Alors qu'au fond de toi, t'as vraiment envie de le faire. Quand il faut passer à l'action, il y a toujours cette petite voix non, mais le fais pas, voilà, t'es exactement, sûre je sais pas, est-ce que t'es sûre, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que si, est-ce que ça. Déjà, il faut que ça résonne juste avec toi. Et quand ça résonne juste avec toi, c'est que c'est OK. Si il y a des choses, par contre, qui sont pas justes, il faut pas t'obliger à faire des choses qui sont pas bien pour toi. Donc ça, c'est important de savoir ce qui est bien quand même pour soi, ce qu'on veut au fond de nous. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question que je voulais te poser. Comment tu arrives à faire des choix quand même assez rapidement, avoir des visions, être sûr de toi? En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai de toi. Comment tu arrives à faire ça? Parce que je trouve que c'est super difficile de faire des choix. Tout simplement, surtout choisir, dans l'entrepreneuriat, tu dois en faire toute la journée. C'est très difficile et en même temps, je pense que ça peut s'y remédier et je vous explique comment moi je fais parce que j'ai travaillé là-dessus pendant longtemps. Je suis signe astrologique Balance, mais peu importe, je suis très indécise de base. Donc même plus jeune, j'étais toujours je sais pas ce que je veux faire, je sais pas. Et vraiment, profondément, je souffrais du je sais pas. Du point à pleurer, à faire même un peu des crises d'angoisse du fait de ne pas savoir ce que je voulais ou pas. Et quand j'ai eu cette phase un peu difficile pour moi plus jeune, avec ma mère, elle m'emmenait souvent chez son amie et on faisait des méditations au bol tibétain. Et un jour, elle m'a dit, pour savoir ce que tu veux ou pas, comment est-ce que tu sais si ça résonne juste au fond de toi? Pas dans le conscient, mais vraiment dans ton cœur. Et ça, c'est le plus important. Et du coup, elle m'a fait faire un exercice pendant longtemps. Quand on faisait les méditations, elle me disait, tu vas dire, penser et croire que tu t'appelles Méline. Donc je me disais, je m'appelle Méline. Et en fait, quand tu dis ça, c'est une vérité vraie. Depuis petit, depuis ta naissance, on te dit Méline. Ok, mon prénom, il est juste. Et en fait, quand on faisait cette méditation, l'objectif, c'était de ressentir le sentiment de vérité, de juste au fond de je m'appelle Méline. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. À chaque fois que je venais, elle me disait ok, tu refais. Et une fois, elle m'a dit, tu prends un autre prénom et tu dis je m'appelle, je sais pas, Lisa. Et en fait, quand tu dis je m'appelle Lisa, il y a un sentiment qui se passe en toi où tu sais que c'est pas vrai, tu sais que ça résonne faux pour toi. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à comprendre le sentiment de vrai qui résonne juste et le sentiment qui résonne faux en moi. Et quand j'ai quelque chose que je veux faire, je me pose toujours la question et je prends vraiment un moment, est-ce que ça résonne juste ou est-ce que ça résonne faux? Si ça résonne faux, même pas je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Parce que je suis persuadée que si tu fais des choses qui résonnent pas juste pour toi, sur le long terme, ça n'a aucun sens. Toutes les choses qui vont venir à toi, c'est des choses qui ne sont pas là pour toi, des gens qui ne devraient pas être là pour toi. Donc, il faut vraiment rester dans ce sentiment, ça résonne juste, donc je vais. Ok, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile à mettre en place dans son quotidien. Il faut le faire. Tu te mets une fois par semaine, 30 minutes où tu es assis et tu essayes vraiment de comprendre le sentiment de c'est juste, ça sonne juste, et si tu dis quelque chose de faux, ça sonne faux en moi. Et après, tu vois, aujourd'hui, je l'applique dans le business, c'est-à-dire que quand j'ai une décision ou quelque chose qui fait que je dois faire un choix, je sais tout de suite si c'est juste ou c'est pas juste. Donc là, je parle vraiment des décisions qui peuvent être sur la vision de ta boîte, des choses qui sont créatives ou ce genre de choses. Après, tout ce qui est data, analyse et statistiques, là, du coup, c'est vraiment les chiffres et on n'est plus sur toi, ton avis personnel et ce que tu veux. Ouais, et ça c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est quelque chose que tu me disais souvent. Des fois en fait on sait pas, faut tester quoi, faut lancer, faut le faire et en fait les chiffres diront et on optimisera si jamais. Toujours. Tout ce que je fais dans le business, on teste, on fait. Des fois c'est super, des fois c'est moyen, des fois c'est pas bien. Donc avant de se dire c'est pas bien, je fais pas, on se pose toujours la question mais pourquoi c'est pas bien? Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne moins bien? Est-ce que je peux y remédier? Et là, tu prends la décision, tu mets des choses en place pour y remédier. Et si vraiment tu vois que ça fonctionne pas, tu mets de côté
et c'est pas grave. Tu passes à autre chose. Et comment tu arrives à prendre des décisions, par contre, sur des aspects un peu plus, comment dire, même émotionnels, mais sans être émotionnels? Parce que je sais que tu arrives bien aussi à prendre des décisions très fermes que tu dois avoir pour ta boîte, ce qui est normal, qui soient raisonnées et pas émotionnelles. Et comment tu arrives à faire ça, en fait? Tolérance zéro. Non, pas tolérance zéro. De nouveau, je vais t'imager la chose. Je pense que c'est important pour comprendre aussi comment je vois les choses. J'ai toujours besoin d'imager ce que les gens pensent, les gens disent pour que ce soit plus simple à mettre en place. Je le vois comme une jauge de tolérance. Tu peux imaginer comme une jauge, tout simplement, comme une espèce de batterie. En bas, on est au vert, on est au pourcent zéro, jaune, orange, rouge, et plus tu montes, plus tu es à 100%. Et l'objectif, et surtout, je pense que chez l'être humain de manière générale, quand tu as une tolérance zéro, les gens, ils savent, quand ils s'adressent à toi, quand ils bossent avec toi, que tu es au niveau zéro. Donc, c'est noir ou blanc. Et je pense que dans ta vie, quand tu as des choix, des décisions, si tu es à zéro, tu n'as pas le choix. C'est noir ou blanc, tout simplement. Et plus tu montes dans cette jauge de tolérance, plus tu vas avoir des zones de flou, ça va être gris, tu vas hésiter, tu vas avoir ta petite voix qui va se mettre en place. Et en réalité, tu peux l'appliquer à tout, cette jauge de tolérance. Les enfants, pour moi, c'est le meilleur exemple. Ton enfant, au début, tu veux l'enfant parfait. Tu peux le regarder, chez les parents, ils ont leur enfant, ils veulent tout le temps leur enfant parfait, blablabla. Tolérance zéro. Et en fait, l'enfant, il fait quoi? Il va pousser, il va regarder jusqu'à où les parents peuvent réagir, jusqu'à où ils vont laisser ou pas. Et finalement, cette jauge de tolérance, elle va augmenter. Et un enfant, il sait très bien. Si le jour précédent, il a fait quelque chose et tu lui as laissé, il a vu que ta tolérance, elle n'était pas à 0, elle était à 5, et après à 10, et après à 15. Ouais. Donc à partir de là, ton enfant, il va toujours pousser. Et c'est très difficile, par exemple, d'éduquer un enfant et puis d'avoir augmenté ta tolérance avec lui. Et du jour au lendemain, tu dis « Ah non, maintenant c'est fini, je veux que ce soit drastique et que c'est à 0 ». C'est foutu, c'est impossible. Donc en fait, la jauge de tolérance, autant avec les gens, les relations, le business, c'est toi qui choisis. Est-ce qu'elle est proche de 0 ? Est-ce qu'elle est à 10%, 15%, 100% ? Mais plus elle est haute, plus t'es foutu. Autant toi pour tes décisions que pour les autres qui savent jusqu'à où ils peuvent te pousser. Ok, c'est trop intéressant. Et du coup, concrètement, on imagine que tu es dans une situation où tu dois prendre une décision. Tu t'imagines en fait dans ta tête une jauge avec la couleur qui monte, admettons, ah ouais, non, là, on est dans le orange. Ouais. Moi, je me suis fixée, admettons, dans ce domaine, ça dépasse pas le orange. Ouais. Donc là, non. C'est non. Dans le business, 1 fois, ok. 2 fois, je tolère. 3 fois, je tolère plus. Ok. Dans le business, pour moi, tu dois même pas arriver au-dessus de 10%. Parce que c'est ton professionnalisme, c'est comment les gens ils te voient, c'est ta rigueur. Et ça, pour le coup, le beau rivage, ça m'a énormément appris. 1 fois, d'accord, ça arrive à tout le monde. Mais on communique, on dit 2e fois, je tolère. 3e fois, je tolère plus. Et après, je pense que tu vois, tout ce qui est du couple, de la famille, ça dépend des personnes aussi, des relations. Oui, oui. Là, en effet, tu peux avoir une tolérance plus élevée, bien évidemment. Mais dans le business, je pense que la tolérance, elle doit être le plus bas possible parce que sinon, tu vas pas te faire respecter, tu vas te faire bouffer sur tes prix, sur ton professionnel, sur plein de choses. Il faut que ce soit proche de 0. Même t'as pas le choix, en fait, quand tu dois gérer une boîte. Mais c'est vrai que ça peut être difficile parce qu'on a toujours... Surtout peut-être plus même en tant que femme, à laisser l'émotionnel prendre des fois le dessus dans des décisions. Et ce qu'il faut surtout pas faire. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des bons profils, par exemple, des bons CEO, des bons managers. Ouais. Et parce que ça demande aussi des qualités différentes. Complètement. Je pense que chaque personne doit réussir à jauger quand c'est le côté humain, le côté rationnel. Après, si tu veux porter ta boîte le plus haut possible, tu dois t'entourer des meilleurs. Et les meilleurs, ils vont toujours faire le mieux et ils vont jamais essayer de pousser ta jauge de tolérance. Quelqu'un qui bosse pour toi, qui fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est ton énergie. Cette jauge de tolérance, c'est comme une batterie. C'est la même chose qu'une batterie. Plus la personne elle va pousser, plus ta batterie elle va arriver dans le rouge. Et toi, ton objectif, c'est de garder toute ton énergie pour développer ta boîte. Donc les gens qui te font perdre du temps,
ok, c'est pas grave. Tu sais quoi, ce sera pas dans ma société, ce sera avec quelqu'un d'autre, va ailleurs, puis c'est pas grave. Surtout que là, on est quand même en train de parler de ton parcours et de comment on réussit à aller au million de chiffre d'affaires. Bah ça, pour moi, c'est une des premières choses, c'est conserve ta tolérance le plus bas possible et conserve ta batterie la plus pleine possible. C'est hyper important. Ouais, parce que c'est ce qui drive ton quotidien et ta force de travail aussi, quoi. Ah bah, c'est ta force de frappe, c'est ton énergie, c'est tout ce que tu mets dans ta boîte. Donc, tu es obligé de faire attention à ça. Obligé. Et donc, si on revient un petit peu à ton aventure sur Malte, tu réussis à négocier un salaire convenable avec Patricia, vous continuez à travailler sur Will. Comment ça se passe après ? Bah, 2 ans intenses de travail à fond. Déjà, bon, les 2 mois, j'arrive à avoir le salaire et je décide quand même en parallèle de prendre 2-3 clients, des petites prestations à droite à gauche pour pouvoir vivre. Donc ça s'est fait vite. J'arrive à faire rentrer de l'argent assez rapidement. T'es à combien en chiffre d'affaires à peu près là ? Ça dépend des mois. En moyenne, des fois 2000, vu que c'était mon salaire minimum. Ouais. Et des fois, je peux faire 5000, 6000, ça dépend des prestations. Okay. Et du coup, là, les prestations, je délègue toujours à des indépendants et je fais toujours de la gestion de projet pour moi garder mon temps sur la start-up. Donc, après 2 mois, on déménage tous à Sliema. Je me mets en colocation avec Maëlle. Et là, on est dans un super appartement qu'on paye assez cher. On répartit les frais, donc super appartement. On a plus de 200 mètres carrés. On est face à la mer, on est dans le centre. Et toute l'équipe de Malte déménage sur la même rue. Donc, on colonise clairement la rue de Sliema, front-mer, où on est tous dans des appartements différents et on travaille ensemble et on garde la dynamique de travail. Il n'y a pas de place aux sorties, il n'y a pas de place aux soirées, il n'y a pas de place au kiff. C'est juste boulot. Et c'est quoi ta vision à ce moment-là ? Comment tu vois les choses ? Comment tu vois l'avenir ? Bah moi, ma vision, c'est que Will, cette start-up, va révolutionner le monde de la médecine alternative. Donc, bien évidemment, je rencontre énormément de gens qui sont dans la médecine quantique. Je rencontre des professionnels autant sur le produit en lui-même, mais de l'autre côté, moi, je continue pour objectif de développer la boîte, de la croître, donc tout ce qui est marketing, de l'email, de la publicité, de la création de contenu. Donc vraiment, je me forme sur tous les domaines du digital pour essayer d'être le plus experte dans chaque domaine et pour pouvoir déléguer à bien aux gens avec qui on travaille, nos prestataires de services. Donc moi, mon seul objectif, c'est de faire de cette boîte, que j'espérais à l'époque, presque une licorne. Je me suis dit, le domaine de la santé, c'est un domaine qui, aujourd'hui, pèse des milliards et des milliards. La médecine alternative aussi. Moi, je suis persuadée à ce moment qu'on va révolutionner une partie de la médecine alternative dans le monde. Ok, oui, donc là, t'es vraiment ambition 100%. Moi, je me suis toujours dit, quitte à rêver grand. Pourquoi pas ? Si mon goal, il est le plus grand possible, il faut aller dans ce sens-là. Donc là, il y a un moment où, bien évidemment, on bloque parce que dans un profil, dans un domaine de start-up, il faut lever de l'argent. Ouais. Donc, la dernière année, sur les 2 ans à qui j'ai bossé avec Will, la dernière année, elle est uniquement focus à lever de l'argent. Donc là, j'acquéris encore des skills différentes parce qu'on voit des avocats, il y a tout le côté légal, administratif, actionnaire, rentrer au capital, faire des business plans, faire des présentations. Heureusement, moi, c'était mon domaine de base, donc je prends vraiment ça à cœur. C'est moi qui fais tous les documents des finances, des perspectives financières, des objectifs et de la croissance qu'on pourrait avoir si on lève 1 million, 2 millions ou 3 millions. Et là, on trouve un investisseur qui croit en nous et qui veut rentrer au capital et investir 3 millions dans la start-up. Et là, à partir de là, se passe une nouvelle histoire pour Will. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un dans une start-up qui dit oui, qui veut rentrer au capital et mettre 3 millions, ce qui était énorme sur la valorisation de la boîte qu'on avait, moi, je me projetais avec 25% d'une société où il y a quelqu'un qui investit 3 millions. Donc la valorisation, elle est extraordinaire. À quel âge ? Là, j'avais 22 ans. Ah ouais. Donc là, je me suis dit, mais attends, c'est extraordinaire. Donc, on va de l'avant avec cet investisseur, business plan, on le rencontre plusieurs fois. On va chez l'avocat,
on signe les papiers, on signe la convention d'actionnariat, on signe la promesse d'investissement, on signe tout. Attends, je te coupe avant que tu nous donnes la suite. Juste toi, à ce moment-là, en termes émotionnels et tout, comment tu vis le truc? Parce que... Moi, je vis la chose en mode... on va y arriver. Et surtout, moi, je le voyais comme une première levée de fonds. Mais je me dis, si la première levée de fonds, on lève 3 millions... Mais moi, je pars à la course pour lever 20 millions sur la deuxième levée de fonds. Moi, oui, ça t'excite, ça te fait pas peur. T'es là, moi, j'adore ça. Go, quoi. J'arrivais à pitcher le projet, je l'avais travaillé. La première fois que j'ai dû présenter devant l'investisseur, j'étais méga à l'aise. Je savais quel point lui, il aurait besoin. Donc vraiment, j'étais en mode requin. Je veux scaler cette boîte, je veux lever des fonds et je veux en faire une licorne. J'étais persuadée. Et comment t'arrivais à avoir cette aisance et assurance alors que, en fait, à chaque étape, c'était quand même des nouvelles étapes que tu découvrais en même temps. Donc, tu te formais à côté. Et... Alors, je pense que j'ai toujours su trouver les mots pour les bonnes personnes. J'arrive facilement à capter la personne qui est en face de moi, si elle est plus émotionnelle, si elle est plus technique, si c'est un profil plus spirituel, ingénieur, ou un profil plus administratif. Et en fait, j'arrive bien à comprendre la personne en face de moi, et je sais comment lui parler, je sais comment adapter mon discours par rapport à elle, et je sais me rendre compte si ce que je dis, ça a une émotion et un impact sur la personne. Donc j'arrive bien à réadapter mon discours et ça pour le coup le beau rivage ça m'a aidé. Dis-toi que pendant 4 ans j'ai servi des gens que ce soit des stars, des gens qu'on connaît, je sais pas, des Gad Elmaleh, j'ai servi le président chinois, j'ai servi une ribambelle de gens influents, voire les plus grosses fortunes du monde. Donc j'ai toujours su garder mon professionnalisme, bien parler aux gens et aussi adapter ma gestuelle parce que quand tu es dans l'hôtellerie, quand tu es dans la restauration, c'est hyper important de garder une gestuelle quand même spécifique et adaptée à la personne qui est en face de toi. Ok. C'est super intéressant, tu vois, de se dire que l'hôtellerie t'a apporté plein de clés que tu as retranscrites là dans tout. Dans une levée de fonds, quoi. De tout. Et vraiment, pour moi, je pense que le métier pour commencer à entreprendre, j'ai envie de te dire, c'est l'hôtellerie. Ok. Sur presque tous les domaines, l'hôtellerie coche énormément de cases. Et tu sais, j'ai rencontré tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés. Il y a une grande partie qui me dit « Moi aussi, j'ai déjà fait de la restauration. » Et en vrai, ça ne m'étonne pas du tout. Et donc, je te laisse finir. Désolée de t'avoir coupé. Je te laisse finir avec la levée de fonds. Ouais, donc, le gros suspense là. Donc, ok, il signe tous les papiers. Donc, on parle quand même d'autorité légale. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas signer une convention d'actionnariat comme ça. Surtout à 3 millions. Surtout à 3 millions. Donc, il y a vraiment une procédure légale qui se fait derrière ça. Donc, le moment où c'est tout signé, il doit verser le premier million sur l'année numéro 1. Il nous dit, je vais les verser telle date. On attend, rien. Une semaine passe, on le relance. Oui, j'ai un problème avec ma banque. Ok, on attend une semaine. Et en fait, chaque semaine, il nous baladait sur une nouvelle excuse. Donc imagine-toi, nous, on est en mode, on attend le premier million pour scaler la boîte. Sauf qu'il faut quand même tenir compte que quand tu as quelqu'un qui investit au capital, nous, notre proactivité sur la boîte, elle a diminué parce qu'on était proactif à lever de l'argent et cet argent à réinvestir. Donc, on avait déjà tous les prestataires avec qui on voulait bosser, toutes les usines, la R&D et j'en passe. Donc, nous, on a passé tellement de temps à se projeter qu'on est allé avoir cet argent. Donc, on a fait tous les points et les plans de la vision de la boîte comme si on avait cet argent. Tout était signé, tout est acté. Et en fait, pendant 6 mois, il nous a baladés. Et il n'a jamais versé l'argent. 6 mois, c'est énorme, 6 mois. Énorme. Et en fait, là, le moral, il prend un coup. Parce que tu passes énormément de temps, de l'énergie à tout ça pour finalement quoi ? Rien. Et donc, cette personne, aujourd'hui, on n'a pas décidé de faire de procédure judiciaire. Et pourtant, on aurait pu, parce qu'il y a une promesse d'investissement, il y a de la perte sur la société. Et surtout, on parle de documents légaux qui ont été signés devant notaire, avocat et j'en passe. Aujourd'hui, à ce moment-là, on décide de ne pas perdre de temps et on se dit, on fait quoi ? On fait quoi à ce moment-là ? Et moi, je dis à Patricia, aujourd'hui, je ne veux plus m'investir à perte. Je sais que ce que je fais a un énorme potentiel parce que des propositions, il n'en manquait pas. Des gens qui venaient me voir pour travailler sur leur boîte, des gros contrats, c'est pas ce qui manquait. Vraiment, j'avais... Toutes les propositions que j'ai eues pendant 2 ans, j'ai tout refusé. Je suis restée fidèle et focus à cette start-up.
Et après 2 ans, j'ai dit à Patricia, bah écoute, là, on a un problème. Moi, en plus, mon ex-copain, on n'était plus ensemble. On bossait sur cette même boîte et ça allait plus. On n'arrivait plus à travailler ensemble. Donc, j'ai fait quand même un ultimatum où je lui ai dit, bah déjà, c'est moi ou lui sur la boîte parce qu'on ne peut pas se marcher dessus. Moi, je veux pas de cette énergie dans le travail. Et elle n'a pas voulu prendre de décision, ce que je comprends. Donc, je lui ai dit que j'arrêtais de bosser avec elle. Et du coup, elle a décidé, suite à mon départ, de mettre la société en veille. Et quand tu as pris la décision d'éventuellement perdre ce taf, est-ce que ça a été dur pour toi de dire ok, bah je pose cet ultimatum, parce que souvent je sais qu'on est dans des situations, surtout quand on entreprend, où bon bah il y a la sécurité aussi qui prend le dessus. Quand on se lance en freelance à son compte, au début c'est galère de réussir à vivre de son activité, mais il y a des moments où on doit prendre des décisions et dire stop en fait pour grandir et aller plus loin. Toi, est-ce que ça a été difficile ce moment-là et comment Pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que je savais que tout ce que j'avais appris et tous les skills que j'avais, si je les mettais à profit pour quelqu'un d'autre ou même juste pour moi, j'aurais pu faire des choses mais 10 fois plus élevées, même en termes de résultats. Dis-toi, j'arrivais à vendre de la médecine quantique au travers de publicités Facebook. Donc, il faut éduquer les gens à la médecine alternative, à la physique quantique avant de leur vendre du produit. J'ai quand même réalisé un demi-million de chiffre d'affaires, rattrapé la boîte. Et c'était tellement compliqué de vendre un produit comme ça. Donc, je me suis dit, moi, du moment où j'arrête, que je choisis mon produit et j'avais une connaissance du marché des produits qui se faisaient et qui se vendaient, j'avais aucune peur à me faire sur le potentiel que je pourrais avoir à lancer quelque chose. Après, il y a toujours l'aspect financier. Mais bon, on a tous des parents, des grands-parents, une pote qui peut t'héberger pendant 1-2 mois. Et tu sais qu'en 1 mois, 2 mois, tu peux repartir. Donc, j'avais pas peur de ça parce que je me suis dit, de toute façon, il faut le faire. J'ai pas le choix. Et puis, t'avais pris confiance du coup en tes capacités, ton expérience, etc. Ouais, donc, et puis de nouveau, c'est comme un jeu, c'est un nouveau... C'est des nouvelles choses qui se passent et il faut pas s'arrêter sur des choses de nouveau, ta petite voix qui va te dire « Ah ouais, mais tu vas peut-être pas y arriver. Ah ouais, mais il y a l'argent. » On s'en fout de l'argent. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Qu'est-ce qui résonne juste avec toi? À ce moment-là, bosser dans cette boîte, dans ces conditions, après un investisseur qui te plante pour travailler pour 2000 balles par mois, bah non. Je veux plus. Je veux plus de ça dans ma vie, ça résonne faux. Donc, j'ai arrêté. Et là, bien évidemment, t'imagines bien, hein, moi, j'ai pas d'argent à investir dans un business. J'ai pas de revenus fixes. Donc, je fais quoi? Je prends la décision de partir de Malte et je retourne en Suisse. Et je vais toquer à la porte de mes parents en leur disant « Coucou, j'espère que vous allez bien. » Donc, je redébarque dans vos vies. Okay. Et du coup, c'est la grosse bascule, là. Là, on va commencer à parler de... Ah ouais. En plus, j'avais la petite chambre, donc je me suis dit, je me fais un bureau et tout. Je me dis, bah là, go, c'est pas grave. T'as de nouveau 2 mois pour relancer quelque chose. Donc, tu relèves tes manches, tu te tais, tu travailles. Encore une fois. Et là, tu te dis, ok, je reteste encore l'e-com. Comment ça se passe? Ouais, bah vu que j'avais fait du e-commerce 3 ans, 4 ans avant, ça n'avait pas fonctionné. Je me dis quand même, ok, j'ai pas d'argent à mettre, j'ai pas de financement, je sais vendre par contre, je savais vraiment bien vendre, je sais 100% des canaux d'acquisition, je comprends le digital, j'ai tellement bien étudié le domaine avec la start-up ou sur mes clients précédemment. Je me dis, let's go, y a quelque chose à faire. Un peu entre-temps, je rencontre Nathan. Oui, j'allais dire... Quand même, je rencontre Nathan, on se met ensemble et au début, voilà, moi je lui explique ma situation. Hein. Je lui dis, bah écoute, moi là je suis chez mes parents, j'ai fait, il y avait cette levée de fonds, je lui avais expliqué, on parlait déjà à ce moment-là et voilà, je lui dis qui je suis en toute transparence et du coup, c'est pas grave, on s'apprécie, on passe du temps ensemble, c'est quelque chose de sérieux. Et puis, on se dit, bah, tu sais quoi? Lui, il avait fait de la publicité, il a fait pas mal de choses aussi dans l'e-commerce. Et en fait, je me rends compte, lui, c'est un profil qui est très stratégique, analytique, et moi, beaucoup plus créative. Et en réalité, dans l'e-commerce, je trouve que c'est le combo, c'est la balance des deux qui est vraiment très, très forte. Et donc, on se dit, tu sais quoi? Viens, on fait une boutique e-commerce ensemble qui, au début, va défrayer nos dépenses communes. Donc, que ce soit le loyer, la nourriture, je sais pas, un petit voyage à droite à gauche. Donc, au début, c'est l'objectif. Moi, je retombe quand même d'assez bas. Hein.
Il y a cette levée de fonds, je sais que je vais me relever. Ouais, mentalement quand même. Mais voilà, j'ai quand même besoin de temps, donc je suis un peu down. J'ai aussi un événement dans ma vie privée qui est assez traumatisant, donc je reviens chez mes parents, je suis pas bien. Nathan, ça m'aide beaucoup. Et je savais que j'allais reprendre goût aux choses, mais il me fallait du temps. À ce moment-là, vous êtes à distance parce que Nathan, alors, on a fait un moment à distance, et puis après, il venait me voir en Suisse à chaque fois. Ok. Donc, on a tout de suite un peu bien bougé. Donc, on est parti dans le sud de la France. Moi, je lui disais, donc j'ai eu de la chance. Il me payait les voyages, il payait la nourriture. Enfin, vraiment, pour le coup, il a été extraordinaire là-dessus. Et du coup, on se dit, let's go, on lance une boutique ensemble. Et en juillet 2022, on travaille sur notre première boutique. On travaille d'une manière super efficace. Et là, dès la première boutique, ça cartonne. Donc là, on se dit, incroyable. Ok, première boutique, ça cartonne, juillet 2022, on lance, donc en août. La première, quoi. Première. Donc je me souviendrai, on était chez mes parents, on discutait, et là on entend la notification Shopify, et là on se regarde, on était méga hypés, donc on se dit ok, let's go. Donc attends, je te coupe juste. Quand vous lancez cette première boutique, est-ce que vous avez réfléchi vraiment aux produits en vous disant ok, ça peut vraiment être pertinent, vous avez des grands espoirs, ou non, vous êtes plus en mode on teste, on y va, et puis si c'est pas ça, on continue? On teste, on y va. Ok. On teste, on y va, on se pose pas de questions. On avait trouvé un produit qui, en plus, moi, me parlait beaucoup en termes de créativité. Pour travailler sur un produit, faire un site, faire des publicités, j'ai besoin d'être créative. Je peux pas vendre des trucs, par exemple, pour les hommes. Ça m'inspire pas, j'ai pas de concept. Et là, pour exploiter le plein potentiel créatif, le produit me parlait, let's go, je crée le contenu en plus avec ma petite sœur, à l'iPhone, je me prends pas la tête, je fais le site, Nathan il s'occupe de tout ce qui est mise en place des paramètres, publicité, on lance le site, mois d'août je crois qu'on fait 20 000 de chiffre d'affaires, donc notre premier mois. Ok. Septembre. Déjà, attends, 20 000 de chiffre d'affaires, comment vous êtes là dans vos têtes, la mentalité et tout? On est hyper hypé, on est hyper content, mais moi j'avais déjà fait des gros chiffres sur mes clients précédents. Donc oui, c'est vrai. J'étais pas hypée par les chiffres, j'étais hypée de me dire c'est à moi. J'ai créé quelque chose qui est à moi aujourd'hui. J'ai créé quelque chose où je prends les décisions, je dépends plus d'autres personnes. Et c'est ça qui me gênait avec le modèle d'agence, c'est que c'est pas ton business, c'est pas ton bébé. La start-up, j'étais pas majoritaire, ce n'est pas à moi, c'est pas moi qui va choisir. Et j'ai toujours été limitée par mes clients, ou même dans la start-up, à libérer mon plein potentiel. Et en fait, je me suis rendu compte que si je voulais libérer mon plein potentiel, c'est pas chez les gens, ce serait chez moi, avec mon business, parce que y a personne qui me limite en termes de budget. Si demain j'estime qu'il faut investir 20 000 euros sur un truc et que Nathan il est convaincu de l'investissement, il va me faire confiance. Et inversement. Alors que quand c'est pas ta boîte, c'est pas ton bébé, la start-up c'est la même chose, tu peux pas demander aux gens d'investir. Ou même des fois j'ai essayé, mais tu vois que ça passe pas, donc t'es toujours limité. Et c'est ça qui est bien avec le e-commerce, c'est que purée, c'est à toi, tu fais ce que tu veux, tes idées elles se concrétisent, ton concept il se concrétise, c'est ton produit, tu travailles d'où tu veux, et c'est la vie que je voulais en fait. Et là du coup je me suis dit, c'est le business model qui me correspond sur tous les points. Et Jacques Brel, il disait dans une interview que chaque enfant, chaque garçon, ses rêves, il les a déjà vus passer jusqu'à l'âge de ses 10 ans, 12 ans. Et je pense, j'y crois profondément, que tous nos rêves, on les a déjà vus passer jusqu'à l'âge de nos 10-12 ans. Et là, je trouve quelque chose qui peut concrétiser tous les rêves que j'avais eus en tant qu'enfant. Et là, je me suis dit, ok, là, je peux être créative. Je peux laisser parler ma liberté. Et finalement, laisser parler sa liberté aujourd'hui, et ce que tu veux faire, les projets les plus ouf, c'est qu'une question d'argent. Et c'est pour ça que j'aime faire de l'argent. C'est pas pour l'argent, je m'en fous de l'argent. C'est que l'argent me permet de réaliser les rêves les plus fous que j'ai, et c'est ça qui me fait kiffer. Et surtout, on peut aussi rappeler le fait qu'on a toujours une image un peu négative de ceux qui font du e-commerce, ou on associe ça au dropshipping. Mais en fait, tu peux aussi faire du e-commerce et faire les choses bien, comme toi tu le fais, et avoir une vision en fait de vraiment créer une marque, ta marque, un concept, c'est des trucs tout cons, mais des beaux packaging, une histoire, un storytelling. Après, on le verra par la suite de l'épisode, mais carrément, toi, tu vas sur place, tu vas en Chine, ce que vraiment peu de personnes font, réellement, en vrai. Tu te donnes les moyens, en fait. C'est pas juste je lance, je fais de l'argent et je multiplie.
C'est vraiment, je vais en profondeur, quoi. Je crée quelque chose Et ça, tu vois, je pense le fait d'avoir bossé avec des sociétés, une start-up, j'ai toujours eu une vision long terme. J'ai jamais voulu faire de l'argent beaucoup rapidement. La courbe, pour moi, elle est exponentielle et je préfère qu'au début, ça prenne plus de temps et qu'après, je puisse scaler ma boîte à un niveau extraordinaire parce que j'ai eu une vision long terme. Et après, attention, dans l'e-commerce, il y a beaucoup de gourous. Moi, je le vois parce que le monde du e-commerce et des gens qui ont des vrais gros résultats en e-commerce, ça reste petit, les gens se connaissent. Donc, il y a énormément de gourous sur le marché. Mais en réalité, on s'en fiche de ces gens-là. C'est toi, aujourd'hui, ce que tu as envie de créer, la société que tu veux, quelles sont les choses que tu as envie de faire. Et comme tu dis, ce côté créatif de personnaliser ton produit, ton packaging. Et quand tu le reçois, tu as la concrétisation de tes idées, de tes pensées. Et même si c'est pas parfait, c'est bien. Et gérer les shootings aussi, parce qu'après, ça commence à être concret. Tu vois, aujourd'hui, moi, je continue sur la gestion des shootings. La majorité du contenu, c'est moi qui le crée. Aujourd'hui, dans la boîte, moi, je fais ce qui me plaît. Et il y en a plein qui me disent, oui, mais tu peux déléguer les shootings. Non. Je sais exactement déjà ce qui fonctionne pour la société et c'est quelque chose que j'arrive pas à sous-traiter parce que c'est ma vision. En fait, quand c'est une vision, c'est très difficile à trouver quelqu'un à qui tu peux sous-traiter ça. Et quand tu fais les choses que tu kiffes, c'est extraordinaire. Donc moi, aujourd'hui, c'est vraiment le côté créatif. Et surtout que ça va très vite dans ces domaines-là. Dans l'e-commerce, en fait, t'apprends tellement vite, ça va très vite. Comparé à si t'es dans une boîte où t'es restreint déjà au niveau même de tes responsabilités. Et tu vois, par rapport à l'agence, ce qui me gênait, c'est que le temps que tu passes, il est toujours corrélé avec ce que tu gagnes. Et en fait, comment tu viens péter cette corrélation ? Tu trouves un business model qui le permet. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est une question de publicité. Si tu augmentes tes budgets, tu augmentes ton chiffre d'affaires. On optimise, on augmente les budgets, on augmente le chiffre d'affaires. Mais le temps que tu passes est le plus corrélé. Moi, aujourd'hui, sur mes marques, je dois bosser 1 heure tous les 3 jours. Donc, ça reste convenable pour ce que ça nous rapporte. Ouais, c'est sûr. Parce que du coup, là, vous lancez cette première marque. Donc là, ça commence à cartonner. Toi, tu as cette vision de toute façon, long terme, on veut faire quelque chose de bien. C'est ça. Comment vous scalez en fait ? À partir de quand déjà on peut dire qu'on scale ? Quand on augmente tes budgets. Comment on s'y prend ? Parce que quand on augmente des budgets, on doit aussi peut-être réfléchir à la qualité de ce qu'on crée. En réalité, sur le scaling en e-commerce, il y a vraiment 2 choses. Quand on fait de la publicité, nous, on commence toujours par Meta, donc Instagram, Facebook. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a vraiment 2 choses. Première chose, ça va être tes publicités, tes campagnes. Et la deuxième chose, ça va être tout ce qui est la création de contenu des publicités. C'est vraiment les 2 domaines. Et le nerf de la guerre, c'est tes créas. C'est 95% du job, c'est des créatifs publicitaires. Donc, moi, je travaille sur les créas. Nathan, il travaille sur tout ce qui est mise en place de pub. Et là, on fait du multicanal. On fait du Google, du TikTok. On essaye tout. On essaie du Snapchat. On fait de l'emailing. On essaie vraiment de faire tout ce qu'on peut qui pourrait rapporter le plus d'argent à la boîte, mais toujours 80-20. On ne fait pas de contenu organique qui nous prend du temps et qui ramène des résultats sur le long terme. On se focus tout sur, OK, si aujourd'hui on met 1 franc, est-ce que dans 24 heures, on en a 3 ? Et c'est ça la mentalité, c'est j'investis 1, je veux en faire 3. C'est quoi le chemin le plus rapide pour avoir un retour sur investissement rapide ? Donc là, pour te dire à quel point c'est rapide, on lance en juillet. En août, on doit faire 20 000 de chiffre d'affaires. En septembre, on fait 60 000 de chiffre d'affaires, donc x3. Et on passe octobre, novembre, on fait 150 000 de chiffre d'affaires par mois. Incroyable. Donc là, ça a été super vite. Ouais. Et surtout, je reprends aussi ce que tu disais sur le fait de proactivité. On lance, on teste. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est hyper présent chez toi, même quand on bossait ensemble sur les créas. Je me rappelle, tu me disais des fois, écoute, je te disais, qu'est-ce que tu en penses de cette créa ? Et tu disais, écoute, on teste. Fait, parce que des fois, on ne peut pas savoir mieux que le marché. C'est le marché qui va nous le dire, c'est les datas. Surtout la publicité, parce que la publicité, tu pourrais dire « Ah, j'aime pas, et ci et ça ». Et plein de fois, moi, ça m'est arrivé en me disant « Ça va mieux fonctionner que ça ». Et même aujourd'hui, quand je fais des créas, j'essaie toujours de me demander « À ton avis, quelle va être la créa qui va le mieux fonctionner ?» Et après, de toute façon, c'est la data. Facebook, il fait trop bien le job, il va lancer les publicités, il va répartir son budget. Et après, je regarde en effet ce qui réellement fonctionne par A plus B. Parce que la publicité,
le e-commerce, une fois que tu lances, c'est pas de la chance, c'est purement statistique. Et si tu comprends les stats, que tu les analyses, t'arrives à optimiser, t'arrives à faire mieux, et puis voilà, tout simplement. Mais c'est bien parce qu'en plus, tu gardes toujours ce truc où, bon, bah, tu sais ce qui fonctionne et tu le sais très bien, donc tu dupliques en fait, tu fais tout le temps la même chose. Mais aussi, toujours ce côté un peu créa, on teste aussi à côté des nouveaux trucs parce que si on peut trouver un nouveau concept qui explose, c'est ça. auquel on n'aurait pas pensé. Tu le gardes. Je dirais que ce qui fonctionne, ça va être 80%. On garde, on fait de l'itération, donc on fait des alternatives. Et après, on garde, je pense, 20% de nouveautés, des nouveaux concepts. Ah, ça, on n'a pas essayé, comme ci, comme ça. Et puis, on teste des nouvelles choses encore et encore. Et sur ton site, en e-commerce, c'est la même chose. Et d'ailleurs, comment tu gères au quotidien ta veille sur les outils marketing possibles parce que tu arrives à avoir une vision sur chaque tunnel de vente qui est assez quand même précise et qui va en profondeur, encore une fois. C'est pas juste on survole des sujets, on va faire juste de l'emailing, on va faire 2-3 mails. C'est vraiment non, on va faire des campagnes quand c'est le Q4, on optimise des campagnes, etc. Et donc comment en fait tu arrives à garder toujours un œil sur toutes les possibilités de déjà, on est deux. d'évolution. Donc, il y a quand même Nathan et moi, où Nathan, il a un énorme rôle aussi là-dessus. On brainstorm très souvent. Donc, c'est-à-dire qu'en début d'année, on planifie les objectifs de l'année, financière, retour sur investissement, charges, répartition, etc. Donc, on fait notre plan de l'année et après, on bosse pour atteindre les objectifs du mois. Et chaque mois, on se pose et on vient regarder ce qu'on a fait le mois passé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on peut faire mieux et qu'est-ce qu'on doit mettre en place sur le mois d'après. Donc ça a pris énormément de temps avant d'en arriver là. Ça fait 2 ans et demi presque. Non, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Oui, du coup, donc 2022, vous lancez. Voilà, donc ça va faire 2 ans. Et du coup, ce qu'aujourd'hui on fait, c'est qu'on a en 2023, déjà fait du chiffre, donc on a pu vivre confortablement de nos marques e-commerce. En 2023, on a fait plusieurs marques, donc on a fait pas mal de bénéfices et on s'est dit il faut réinvestir. Donc on a passé une partie de l'année à essayer de recruter, de travailler avec des gens. Et aujourd'hui, on a une vision globale parce qu'on a du coup des gens qui travaillent avec nous dans chaque domaine. On bosse avec des agences qui ont, elles, des processus et nous, on vient checker chaque mois, ok, c'est bien, c'est pas bien, ça, il faut changer, ça, on n'aime pas, ça pourrait être mieux. On brainstorm avec les équipes et elles mettent en place. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est plus du brainstorming, regarder si les objectifs sont atteints ou pas, quelles sont les nouvelles choses qu'on peut essayer, qu'on peut implémenter, et on a des équipes qui bossent avec nous pour implémenter les choses. Alors du coup, récap-nous l'année 2023, de juillet à décembre 2023, et quels étaient vos objectifs de 2024 ? Ouais, alors là, les objectifs, tu vois, le fait d'avoir organisé une levée de fonds, d'avoir planifié des documents, des objectifs, des perspectives, etc. J'avais déjà une structure de tableau que je savais qu'il fallait remplir pour pouvoir croître une société. Donc avec Nathan, on part à Malte dans un hôtel au fin fond de Malte pendant 3 jours, parce qu'à ce moment-là, on est revenu à Malte. Donc on revient à Malte, on se pose 3 jours dans un hôtel et on bosse que sur nos objectifs. Et là, l'objectif 2023, c'est faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec nos marques e-commerce. Et là, on se rend compte que faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marque e-commerce, c'est plus compliqué que si tu en as plusieurs petites. Donc, on répartit le chiffre d'affaires et on se dit on va faire 5 marques. Et du coup, ça faisait 1100 de chiffre d'affaires par jour, chose qu'on avait déjà largement dépassée. Et du coup, on s'est dit on va faire 5 marques qui font individuellement 1100 de chiffre d'affaires par jour et on ferait 2 millions de chiffre d'affaires à la fin de l'année. On dresse le plan de l'année et on travaille toute l'année pour cet objectif. Donc on travaille toute l'année sur cet objectif. Entre-temps, on voyage, on part à Bali. On est venu à Bali pendant 5 mois, mais toujours dans une optique de travail encore et encore. Et on part pendant le mois de octobre, novembre, décembre à Dubaï. On va voir aussi ce qui se passe là-bas. Et on a réalisé 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, chose qui était bien au-dessus de l'objectif de 400 000 euros supplémentaires. Incroyable. Avec 5 marques e-commerce ? On a fait 5 sites et on en a vraiment 4 qui se sont démarqués. Ok. Et là, vous arrivez à un point où, en fait, tout ce que vous lancez,
ça fonctionne tout le temps, ou il y a toujours quand même ce petit côté où des fois c'est des testings, ça fonctionne pas? Non, aujourd'hui, dans l'e-commerce, la réussite de la croissance d'une marque ne dépend pas de ton produit, en tout cas pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça dépend de ton marketing purement. Ensuite, c'est ce qu'on s'est posé la question, là, début 2024. Ok, faire 1 million, c'est 2 millions, c'est. On aurait même pu faire 3 millions si on avait mis l'objectif à 3 millions, j'en suis garantie. Et en fait, on s'est dit comment, maintenant, on peut créer une marque qui fait pas 1 million, 2 millions, mais qui peut faire 10 millions de chiffre d'affaires à l'année. Donc notre objectif à l'année 2024, c'est travailler sur une marque qui peut nous amener à faire 10 millions de chiffre d'affaires par année. Donc on s'est posé la question, comment est-ce qu'on fait une marque qui fait 10 millions de chiffre d'affaires ? Et la meilleure chose, ça a été d'aller voir de nouveaux entrepreneurs. C'est pour ça qu'on est aussi parti à Dubaï, qu'on voyage beaucoup à Bali, en Suisse, à droite, à gauche. Et en fin 2023, on a demandé énormément d'entrepreneurs. C'est quoi la différence d'un business qui va justement pouvoir faire en tout cas 10 millions de chiffre d'affaires ? Il y a 2 choses qui reviennent énormément en e-commerce. C'est premièrement recruter les bonnes personnes. Et la deuxième chose, c'est travailler sur son produit. Et là, le produit rentre en compte dans cette grosse phase de scaling aussi, c'est travailler ton produit. Le produit que les gens veulent, ont besoin et qui viennent racheter chez toi. Donc ça, c'était la mission. Et du coup, on a pris la décision, début 2024, de partir en Chine, de voir des usines, de rencontrer aussi nos agents et de pouvoir trouver le produit qui puisse créer une société, une marque qui peut faire 10 millions de chiffre d'affaires à l'année. Incroyable. Alors, avant qu'on commence à parler de la Chine, qui est super intéressant et surtout super intriguant, parce que peu de personnes en parlent, parce que peu de personnes y vont, tout simplement. J'ai juste une question. Quand tu dis au-dessous d'1 million, on peut tout vendre avec le marketing, pour toi, n'importe quel produit, on peut réussir à le vendre en travaillant son marketing ? Oui, complètement. Et réellement, quand tu comprends le marketing, et une fois quelqu'un m'a dit quelque chose, et je m'en souviendrai toute ma vie, on ne tombe pas amoureux de son produit, on tombe amoureux de son client. Et ça, c'est super important. Les gens, quand ils commencent le e-commerce, la première peur, les premières questions, c'est le produit. Mais ton produit, tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu sais pas le vendre, il sert à rien. Et le fait d'avoir vendu de la médecine quantique sur Facebook, je me suis rendu compte que je pouvais vendre un peu n'importe quoi à n'importe qui. Et la seule chose que tu dois travailler et comprendre, c'est ton client. Qui il est, ce qu'il fait, comment il consomme, pourquoi. Et tu dois travailler sur ton site, ton marketing, tes offres, tes publicités pour que ça parle à ton client. Et après, le produit, c'est juste la résolution de finalement son achat. Mais la vente en elle-même, c'est un mélange d'émotions c'est ça. Et comment lui créer de l'émotion, en fait. Voilà. Et finalement, si tu n'as pas créé ce côté émotionnel, la vente, elle se transforme en quelque chose de rationnel. Et nous, c'est ce qu'on veut pas. On veut que les gens, ils achètent émotionnellement, pas rationnellement. Ouais. Donc le marketing, en tout cas jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires, et même je dirais jusqu'à 2, parce que c'est ce qu'on a fait. Nous, on n'a pas vendu des produits qu'on a conçus de A à Z, pas du tout. On a pris des produits qui étaient déjà là. On a juste sourcé avec les bonnes personnes, les bonnes usines, les bons agents, pour avoir quand même un bon produit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas... à l'époque, ce n'était pas nos produits. Aujourd'hui, on a personnalisé les produits, donc c'est encore différent. Mais tu peux faire, comme moi, 2 millions de chiffre d'affaires. Et c'est ce que je pense pas être plus intelligente que quiconque, et bien loin de là, justement. Je pense que tout le monde peut le faire si tu comprends dès le départ que ce qu'il faut faire, c'est apprendre à vendre. Et d'ailleurs, on se rend pas compte, mais il y a tellement de marques, encore une fois, avec ces idées reçues sur le e-commerce, comme quoi, au début, c'est pas tes produits, etc. Mais il y a tellement de marques qui ont commencé comme ça et qu'on consomme tous au quotidien. Oui. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait. Énormément. Il y a plein de sociétés. Et tu vois, on reprend moi, j'appelle ça un business model, le dropshipping. C'est pas un business à part entier, parce que c'est juste un business model qu'on utilise au début pour investir peu, tester vite, pour transiter sur une marque. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est ce que aussi j'enseigne.
c'est que ce business model, on l'utilise pendant une semaine, un mois, des fois 2 mois pour valider le test. Et après, on achète du stock directement. Et donc, la Chine, raconte-nous, parce que là, il y a des choses à dire. Là, il y a des choses à dire. Les idées qu'on peut avoir, en tout cas, l'image que la Chine renvoie, c'est vrai les artisans qui se font exploiter, enfin les salariés qui se font exploiter dans des conditions de travail horribles. Comment c'est la réalité, en fait ? La réalité, et en plus, parce que je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, je me rends compte à quel point les gens ne connaissent pas la Chine, à quel point les médias en Europe parlent de la Chine sans connaissance de cause. Et tu sais, le plus drôle, ce que j'ai vu dans mes réseaux sociaux, c'est que les gens qui commentent mes publications en disant la Chine, ils exploitent les gens, je suis persuadée que c'est les personnes qui vont acheter sur Temu ou Shein ou Shine. Et ça, ces sociétés, c'est de l'exploitation moderne en Chine. Maintenant, il ne faut pas faire d'amalgame parce que la Chine, les usines, j'en ai visité, des grandes, des petites, de produits divers et variés, et je n'ai vu rien de mal. C'est-à-dire que les espaces sont grands, lumière du jour, climatisation, parfois même de la musique. Les loyers sont pris en charge par l'entreprise. Ils travaillent de manière générale, je pense, comme des gens en Suisse. En Suisse, les gens, ils travaillent 40. Même moi, dans la restauration, des fois, je faisais 50 heures par semaine. Donc, je ne pense pas que ces gens vont bosser plus. Et on a demandé aussi, on a vu les conditions, on a vu les gens. C'est des gens qui ont le sourire de manière générale. En fait, c'est des gens, je dirais, comme à l'usine en France. Donc, il n'y a pas de choses sorcières ou de choses différentes en Chine qu'en France. Par contre, je pense que les gens qui subissent un peu ces exploitations comme les usines de Shine et Temu, là, en effet, là, c'est même pas aux usines de faire quelque chose. C'est aux consommateurs de plus acheter et de boycott, finalement, ce genre d'usine. Ouais, parce qu'en fait, comment savoir comment ça se passe ? Fondamentalement, si tu vas pas, tu sais pas. Ouais. Par contre, tu peux quand même savoir. C'est-à-dire qu'un Temu ou un Shine où ces filles, elles achètent des produits à $1, $2, $3, il faut quand même avoir un minimum de perspicacité pour se dire que si mon produit, je l'achète à même en dessous de $10, bah, potentiellement que les conditions de travail, elles ne sont pas adaptées. Comment l'usine fait ses marges ? Comment est-ce qu'elle paye ses employés ? Et d'ailleurs, c'est des sociétés qui exploitent leurs employés pour derrière faire de l'argent sur la vente de données. Mais maintenant, quand tu regardes par exemple AliExpress, ce n'est pas du coup des vendeurs, ce sont des usines qui viennent mettre leurs produits, d'où le prix qui est plus faible. Ok, parce qu'on est sur des grandes quantités. AliExpress, ça peut être de l'unité, mais la différence, c'est que c'est les usines qui viennent montrer leurs produits. Quand tu achètes, c'est des usines directement. Ce n'est pas une entité, c'est pas une marque comme Temu ou Shine. Ouais, je vois. Mais il faut aller sur place pour voir, parce que moi aussi, j'avais des idées reçues. On est allé avec Nathan, on a investi, on a payé un stage pour vraiment découvrir le quoi du comment, comprendre la culture, comprendre les gens, comprendre comment négocier aussi avec eux, parce que nous, on allait avec un but précis. On parle quand même de 50 000 unités sur une marque, 150 000 unités par année qu'on vend, ce qui est petit pour la Chine. Attention, on est vraiment des minuscules pour la Chine. Mais on avait envie d'aller voir, de comprendre, trouver des meilleurs partenaires, voir aussi notre agent avec qui on bosse depuis 2 ans. Nathan, il connaît notre agent depuis 6 ans. Il ne l'a jamais rencontré, rien. Et du coup, là, c'était l'opportunité d'avoir le contact humain, chose qu'on n'avait pas avant, via message, oui. Et là, on cherche vraiment à pérenniser nos relations. Et le fait d'aller sur place, ça a changé énormément de choses. Et déjà, alors, comment sont les Chinois de manière générale, même dans leur personnalité, leur façon d'être ? Alors, c'est vraiment spécial parce que c'est une culture à part entière, c'est un monde à part entier aussi. Tout ce qui est architecture, ça fait assez vieux, comme tu peux le voir en Asie de manière générale. Pourtant, la technologie, elle est arrivée tellement vite chez eux que tu as le côté technologique partout. Tout ce qui est des véhicules, c'est électrique. Les boîtes aux lettres, c'est des Face ID. Ah ouais ? Non, mais c'est extraordinaire. Okay. Les gens, par exemple, TikTok en Chine, qui n'ont pas le même TikTok que chez nous,
On sort le soir, tu vas marcher sur les places. Déjà, tout le monde est dehors en Chine. En tout cas, à Guangzhou, il y a des vieux qui font de la danse. Il y en a qui jouent du basket, du volley, du sport. Et ce qu'ils adorent, les Chinois, c'est le karaoké. Donc, ils mettent toujours le téléphone en mode TikTok. Et en fait, ils chantent pour le TikTok. Et il y a énormément de gens autour. Pour te dire, TikTok, c'est tellement prisé. On passe une fois dans un magasin et on voit une femme avec son téléphone qui est en train de vendre les voitures du garage. Et en fait, elle parle comme ça, elle est là, elle vend la voiture en live. Et elle passe à la voiture suivante. Et en fait, TikTok, c'est vraiment... c'est presque le Amazon, mais encore plus high-tech chez eux. Incroyable. Ça s'appelle comment chez eux ? TikTok. Ah ok, c'est juste un TikTok différent. Voilà. Ils ont juste... C'est le TikTok. De toute façon, même TikTok qu'on a ici, c'est créé par les Chinois. Mais ils ont une autre version de TikTok. Tous les autres réseaux sociaux sont bloqués en Chine. Même certaines choses avec un VPN, tu peux pas l'ouvrir. Google Maps, il n'y a rien qui est répertorié. La Chine reste quand même un mystère aux yeux du monde, au point où même sur Google Maps, tu n'as même pas les vraies localisations. Et pour le coup, même médiatiquement, ce que les gens et les médias disent sur la Chine... faut aller sur place pour y voir. Mais les Chinois sont gentils, sont accueillants. Alors, ils ont des normes d'hygiène qui sont différentes aux nôtres, qui sont un peu dégoûtantes par rapport à ce que nous, on nous enseigne de manière générale. Genre par exemple, ils se mouchent dans leurs mains et s'essuient à leurs pantalons. Ils éternuent comme ça. Ils rotent, ils pètent, ils mangent la bouche ouverte. Donc ça, c'est un peu particulier. D'accord, ok. Mais tu sens que pour eux, c'est pas... En fait, c'est normal. Du coup, c'est un peu spécial parce que nous, on nous dit toujours faut pas faire ci, faut pas faire ça. On te le dit depuis petit. Et du coup, chez eux, c'est quand même différent. Donc ça, c'est spécial. Ok. Mais c'est des gens extraordinaires. Et il y a une autre chose que j'ai trouvée ouf. La Chine a une culture du business. J'entends par là qu'il y a tout un rituel entre l'accueil de tes clients, la mise en confort, lui faire des activités, lui payer un massage, l'emmener en soirée. Tout est pris en charge par la personne qui vient t'accueillir, par l'usine. Et il y a vraiment une culture du business qui est omniprésente et que je n'ai jamais vue ailleurs. Jamais. Ok. Et même si tu n'as pas encore de relation business avec... Oui, pour te dire, on a fait la Canton Fair, là où il y a énormément de stands et d'usines qui viennent montrer leurs produits. On a trouvé une usine dans le textile qui nous intéressait. On a juste parlé avec eux. On échange nos contacts. Et pendant les 24 heures, 48 heures, voire une semaine, elles m'écrivaient tous les jours. Ils voulaient nous envoyer leur chauffeur pour venir nous chercher. Vu que c'était à 1 heure de route, elles proposaient de payer l'hôtel, restaurant, et t'envoyaient tout le planning. Et vraiment... sans avoir dit qu'on voulait bosser avec eux, sans même savoir si ce que eux ils faisaient correspondrait à ce que nous on voudrait. C'est-à-dire qu'ils ont envie de travailler. Les Chinois ont envie de travailler. Ils ont envie de faire du business. Ils ont envie de créer des relations. Et ça, c'est en eux. Et il y en a beaucoup qui disent, si tu vas en Chine, tu peux être la personne la plus pauvre possible, tu peux créer quelque chose de fou. C'est-à-dire qu'il y a toujours une opportunité de business. Si tu veux travailler, tu peux travailler. Après, j'ai envie de te dire, c'est comme partout, hein. En France, en Suisse, si tu veux travailler, tu peux travailler. Il y a un truc, par contre, c'est la barrière de la langue. Je crois qu'ils ne parlent pas très bien anglais. Ça, c'est compliqué. En effet, la majorité ne parle pas anglais. Après, quand là, tu es dans une métropole de business, quand même, y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Autrement, traduction. Ils ont des appareils qui traduisent directement la voix. Donc, eux, ils parlent en chinois et tout d'un coup, ça te traduit. Et après, toi, tu parles. Ils peuvent mettre toutes les langues. Ah, donc, trop bien. Ça, c'est extraordinaire. Ça aide beaucoup. Et sinon, un traducteur. Nous, on a eu un traducteur qui est venu avec nous aussi voir notre agente qui parlait en effet pas bien anglais. Et c'est compliqué quand tu veux négocier des trucs en business avec quelqu'un qui parle pas bien anglais. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, admettons, qui se dit « Ouais, moi, j'ai envie de me tenter d'aller en Chine aussi ». Alors, je pense que, premièrement, tu ne dois pas aller en Chine si tu n'as pas de business déjà actif, si tu n'as pas une intention particulière à aller là-bas. Ça sert à rien d'aller là-bas et flâner dans les rues, tu vas rien voir, rien comprendre. Donc première chose, il faut aller quand tu as déjà un minimum de connaissances, sinon le reste, tu peux vraiment bien le faire à distance, c'est pas nécessaire. Deuxième chose, moi j'irai accompagner par quelqu'un qui connaît, que ce soit qui a déjà fait du business avec la Chine, qui est déjà allé sur place, qui connaît les codes de la culture. Il y a des choses en Chine qui ne se font pas. C'est-à-dire que toi, en tant que touriste, même pendant un repas, il y a des choses que tu peux pas faire. Et ça, c'est des petites choses. C'est important de savoir pour tisser une vraie relation et que tu sois vu comme quelqu'un de professionnel. Donc c'est hyper important, je pense, d'aller avec quelqu'un qui connaît le terrain.
et surtout qui t'élimine des erreurs et qui va te montrer droit au but ce qu'il faut faire, pas faire, comment, pourquoi. Et est-ce que tu as des exemples de choses qu'il ne faut pas faire en Chine ? Moi, il y a un truc que je savais pas, c'est que par exemple, quand tu manges ton bol de riz, tes baguettes, faut jamais les planter de manière verticale dans ton riz. Pour eux, c'est que tu souhaites la mort. Okay. Et c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire. Et même si tu sais pas et que tu fais ça, oublie. Ouais. Ils seraient prêts à ne pas signer un truc business avec toi, limite, parce que tu as fait quelque chose. Ils sont très croyants aussi. Donc, il y a quand même des choses à pas faire. Et moi, la première fois que notre traducteur, Léons, il m'a dit ça, j'étais là, oh mon Dieu. Alors moi, à tous les coups, tu as ton bol de riz. Le riz, en plus, il est bien collant. Vas-y, tu plantes tes baguettes dedans parce que tu bois de l'eau ou j'en sais rien. Donc, en fait, il y a des petits trucs comme ça. Faut surtout pas faire. Ok. C'est quoi la religion là-bas ? Là-bas, il y a du taoïsme, bouddhisme, beaucoup. Ok. Il y a du musulman aussi. Mais essentiellement, quand même, ça va être un peu comme Bali, bouddhisme. Ok. Il y a des chrétiens aussi. Pour conclure tout ça, aujourd'hui, tu as lancé ta formation. Ouais. Ça fait peu de temps, je crois. Hein. Quelques mois. Ça fait 2 mois. 2 mois. Ouais. Où tu accompagnes les femmes et les hommes. Il y a des hommes aussi. Ouais. À faire la même chose que toi, finalement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Ouais, alors, avec le e-commerce, tu vois... J'adore le business model et la seule chose qui me manquait un petit peu, c'était la communication, parler avec des gens, être avec des gens. Et même en 2023 et début 2024, j'ai toujours accompagné des sociétés en consulting. Donc, je venais vraiment réviser ce qui était bien, pas bien et ce qu'il fallait mettre en place. J'ai aidé aussi des gens en mode privé à lancer leur marque, créer leur marque, développer leur marque. J'ai aidé plusieurs femmes à créer une activité qui est pérenne. Et du coup, aujourd'hui, mes marques me prennent peu de temps et j'ai besoin de faire. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être stimulée tout le temps. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, j'ai des concepts que je veux réaliser. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go. Comment est-ce que je peux aider des personnes concrètement à vraiment créer leur marque aussi ? Donc, j'ai fait un accompagnement qui inclut une partie formation, une partie accompagnement où moi, je suis là pour challenger les femmes. Et que ce soit formation ou accompagnement, de nouveau, pour moi, entreprendre, c'est faire. C'est passer à l'action, pas trop se poser de questions, ou si tu te poses des questions sur les bonnes choses. Donc, j'ai jamais été très scolaire, et je me suis dit comment j'arrive à apporter le côté pas trop scolaire, mise en pratique, développement de soi, aussi communauté entrepreneur, parce qu'entrepreneur, c'est être avec d'autres entrepreneurs. Et je me suis dit comment toutes ces choses-là, j'arriverais à les coupler pour maximiser la réussite d'une personne qui veut créer une marque. Donc, j'ai vraiment créé un univers autour de ce programme qui est basé sur la mise en pratique, sur l'action, la création et pas trop sur le côté théorique. Donc, voilà. Et ça, c'est ce qui manque. Parce que c'est vrai qu'en fait, tu peux savoir des choses, mais si tu les utilises pas et que tu passes pas à l'action, elles te servent à rien en fait. Elles te servent à rien. Vaut mieux même ne rien savoir et passer à l'action et apprendre de ce que tu fais plutôt que d'être là avec plein de connaissances et ne pas savoir, enfin ne pas passer à l'action quoi. À 100%. Et tu vois, le fait d'avoir fait plusieurs marques, du coup le processus que j'ai créé, que j'ai réalisé, moi je l'ai toujours répliqué, ça a toujours été quelque chose qui fonctionne. Et là je le vois, c'est le début, ça fait que 2 mois, mais sur les 7 personnes dans le programme qui sont allés jusqu'à l'étape de lancer leur pub et qui ont lancé leur pub, 100% ont des résultats. Il n'y a pas une personne qui n'a pas eu de vente. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui n'a pas un potentiel de scaler sa marque. Et c'est pour ça que je fais très attention aux personnes qui rentrent aussi dans le programme, parce que j'y consacre mon temps, et mon temps est précieux, comme le temps de chacun. Et l'objectif, c'est que ce que je propose soit aussi en adéquation avec ce que la personne veut, mais ce qu'elle est prête aussi à fournir. Moi, je veux des gens qui sont investis, je veux des gens qui ont envie de créer quelque chose, qui ont envie d'aller de l'avant, et surtout qui ont une vision long terme, qui ont envie de créer une marque, et pas juste créer une petite boutique qui va faire un peu de chiffre d'affaires, et après, c'est terminé. Le but, c'est vision long terme, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Surtout que le plus important, c'est d'être dans l'action et de le rester. Parce que comme tu dis, si c'est pour avoir des résultats à un moment et après tout lâcher et ne plus en avoir parce que tu n'es pas dans ce bon mood, ça sert à rien. Et j'aime beaucoup en fait cette vision que tu as de plutôt mettre l'accent sur l'action et les résultats des gens que tu accompagnes plutôt que sur leurs connaissances, même si bien sûr il y en a énormément et ça fait partie
du process. Mais, bien sûr. Mais c'est le plus Et après, important, tu vois, je quand tu as pense. les connaissances, moi, je vois, hein, aujourd'hui, je fais du e-commerce, ça reste mon cœur de métier d'expertise et c'est ce qui me passionne. Tout ce que tu sais faire en e-commerce, si demain tu veux faire une agence, si demain tu veux faire... Enfin, peu importe dans le digital, Ouais. tu peux aussi, parce que tout ce que tu apprends avec ça, tu peux vraiment tout faire. Et un niveau aussi d'expertise qui est importante parce que l'objectif pour moi, c'est que les gens ils comprennent le raisonnement qu'il y a derrière. Pas juste faire pour faire, faire pour faire. Quand tu comprends pas, ça n'a pas vraiment de sens. Mais quand tu comprends les fondamentaux et le raisonnement qu'il y a derrière, bah, tu peux résoudre un peu n'importe quelle équation. C'est comme des maths, hein. Quand tu comprends le raisonnement de ton prof derrière, bon, après, tu appliques ta formule partout et tu captes que le concept, c'est toujours le même. Merci Méline. Merci pour, à toi, Lisa. toute cette valeur, c'est C'était un incroyable. plaisir. Pour finir, vous avez trouvé alors ce produit pour l'objectif 2024 en Chine? On a trouvé le produit en Chine, on a trouvé l'usine, on a visité l'usine, on a déjà pu avoir les prototypes et on a une perspective sur une marque qui peut être internationale et je pense qu'il dépassera même l'objectif qu'on veut avoir, qui est au moins d'avoir 10 millions de chiffres d'affaires par année avec une marque. Et c'est quelque chose de grand qui arrive, sur lequel on travaille. Et puis oui, ça va être extraordinaire. Ça te met la pression? Pas du tout. J'ai hâte. Ok. J'ai trop hâte de travailler là-dessus. Et est-ce que tu penses que ça te met pas la pression parce que c'est ton projet et que t'as pas des gens derrière qui te mettent la pression ou non, c'est juste que Non, t'es sûre de toi en fait. Je suis sûre de moi parce qu'on en a vu des produits, j'en ai vu des boîtes, j'en ai vu des stratégies, on en a testé des choses. Et on a quand même une grille de critères qui fait qu'on sait qu'un produit pourra atteindre ces 10 millions de chiffres d'affaires à l'année. Donc on a dressé ces critères. Est-ce que tu peux nous partager les 3 plus gros critères à prendre en compte pour amener une marque e-commerce à 10 millions de chiffres d'affaires? La première chose, ça va être ton produit, avoir un produit de qualité. La deuxième chose, un consommable, parce que si tu as un bon produit, un produit de qualité, et qu'en plus de ça, c'est un consommable, tu garantis un retour de client, en tout cas, assez souvent. Et la troisième chose, une preuve de marché assez grande. Si tu es dans un marché qui fait mondialement plusieurs milliards, c'est sûr que tu peux gratter une part de marché pour faire minimum 10 millions de chiffre d'affaires. Bon, et je vais pas te laisser partir comme ça. Okay. Je t'ai préparé, mais là, plein de questions. Ok. Donc très précises. Voilà. Okay. T'es prête? Je suis prête. Bon, après, t'as ton temps pour répondre. Mais... Si aujourd'hui, tu devais recommencer de zéro une marque e-commerce dans les fringues, tu mettrais combien de temps? De A à Z? Ouais. 2 mois? Tu penses? 2 mois? Ouais. Ok. Pour une vraie marque, hein, au point où j'ai pu trouver le produit, j'ai pu le tester, j'ai fait mon site, j'ai fait mes pubs, j'ai lancé, j'ai approuvé mon test, j'ai acheté du stock, j'ai commencé déjà à scaler après le testing, j'ai fait mes packaging. 2 mois A à Z, je pense que je peux faire sur le 2e mois minimum 30 000 de chiffre d'affaires. Incroyable. Et ça serait quoi les 3 premières étapes vraiment en prio que tu ferais? Ton site, tes pubs, ton marketing. Et encore, ton marketing, ton site, tes pubs. Oui, on parlait la dernière fois et tu disais que tu croyais pas au destin. Pour toi, comment on réussit du coup à devenir riche et à réaliser ses projets? Alors moi qui a bossé dans la médecine quantique, je suis très bien renseignée sur la physique quantique, du moins de ce qu'on sait, je l'ai vraiment beaucoup consommé. Et dans la physique quantique, on part du principe que tout est une question d'onde, tout est une question de résonance et de fréquence. Donc si aujourd'hui tu résonnes à une certaine fréquence et que tu émets une intention, autrement dit, il y en a qui l'appellent la loi de l'attraction, mais si tu te renseignes sur la physique quantique, c'est vraiment ce qui se passe. Donc moi, je pars du principe que du moment où tu as quelque chose qui se passe dans ta vie, c'est que tu as déjà résonné à une certaine fréquence, tu y as déjà pensé, tu y as déjà rêvé avant. Et de nouveau, je reprends la citation de Jacques Brel qui dit qu'un enfant a déjà vécu tous ses rêves avant l'âge de 10 ans. Donc tout ce qui peut se concrétiser dans ta vie, c'est pas l'issue du destin, mais pour moi, c'est l'issue de quelque chose qui a sonné et résonné déjà juste en toi quand tu étais jeune. Incroyable réponse. Comment on réussit à devenir riche et réaliser ses projets? Travail. Non, vraiment, travail, fait, encore et encore et encore et encore. Et l'argent, ça va être l'issue de la concrétisation de tes rêves. Donc, juste fais de l'argent pour réaliser tes rêves. Et fais taire ta petite voix qui te dit... c'est là tolérance zéro avec vous-même et cette voix, on la veut pas.
On la veut pas, je vous jure, elle vous sert à rien. Ouais. Faut vraiment l'associer à quelque chose de différent de sa personne. Enfin, c'est vraiment l'ego, les peurs, c'est toutes tes peurs qui te parlent. Et pour ça, je recommande à tout à chacun un livre extraordinaire. C'est Libérer votre esprit. Et c'est un livre qui va vraiment vous expliquer comment cette voix fonctionne chez vous et surtout être dans la conscience du moment présent. C'est vrai, tu me l'as conseillé et trop bien que tu en parles là parce qu'on va bien sûr le mettre sur le format vidéo. Et d'ailleurs, ça me fait enchaîner sur une question. Est-ce que tu peux nous donner ton top 3 des livres, des meilleurs livres que tu as pu lire ? Alors moi, je ne lis pas beaucoup. Mais ce livre-là, je l'ai lu parce que concours de circonstances, j'ai 2 amis en même temps qui m'ont envoyé le même livre. Et du coup, on m'avait déjà dit que c'était un livre extraordinaire. Donc quand je les ai reçus en même temps par 2 personnes différentes de mes proches, je me suis dit, ok, là il y a quelque chose, potentiel, il faut que je le lise. Sinon, Père riche, Père pauvre, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps. C'est des fondamentaux qui sont très très intéressantes pour moi. C'est des belles leçons de vie. Et est-ce que j'aurais encore un 3e livre à vous recommander ? Donc le 3e livre, c'est le livre de Alexandre Hormozy qui est 100 Million Offers. Et c'est extraordinaire sur la création d'une offre et le marketing. Et il arrive à le vulgariser et il a une pédagogie au travers d'un livre qui est extraordinaire. Ouais, et sa vision est super intéressante. Super intéressant. Est-ce que tu fais des choses au quotidien pour garder ta créativité ? Ce que je fais au quotidien je voyage, je suis avec des gens que j'aime, je mets mon argent dans des choses qui m'inspirent. Et pour être créatif, faut faire des choses créatives. Donc de nouveau, faut faire parce que des fois, t'as pas de créativité, mais quand tu commences à faire, ça te donne des nouvelles idées, des nouvelles choses, etc. Donc faut juste faire des choses créatives. Ça me fait rebondir aussi sur une autre question. C'est quoi ta plus grosse dépense ? Mon loyer. Ok, parce que c'est vrai qu'on parle de faire de l'argent, mais avec l'argent, on peut aussi se faire plaisir. Le loyer, parce que du coup... Par exemple, moi, je sais que pour être inspirée, je dois être dans un environnement comme on est là aujourd'hui qui m'inspire. Donc, je suis prête à mettre beaucoup plus d'argent dans l'endroit où je suis. Je vis, je mange, je travaille, je dors, j'invite des gens. J'ai besoin d'être dans un univers où je me réveille le matin. Je suis là, oh my God, incroyable. Et ça me drive, ça me rend créatif, ça maximise aussi ma productivité, mon travail, etc. Donc mon logement, c'est une dépense la plus importante pour moi. Ok. Et en réalité, je dépense pas beaucoup, donc... Ok, ouais, t'es pas un profil trop dépensière ? Non, je dépense très peu, j'achète pas beaucoup de fringues. Même ici, bon, à Bali, la vie n'est pas chère, mais je mets très peu d'argent. Je dépense pas d'argent, hein, je paye mes factures. Sinon, quand on fait des kiffs, des trucs avec des potes, ça par contre, j'aime beaucoup. Je compte pas forcément. Là, par exemple, j'ai invité ma sœur, je m'en fiche, je compterai pas combien je dépense pour elle. Même les activités qu'elle veut faire, qui lui fassent kiffer. Si ça fait kiffer aux gens que t'aimes, moi, je compte pas trop à partir de ce moment-là. Et c'est pour ça que je gagne de l'argent. Hein. Tout ce que je veux créer, construire, acheter, c'est vraiment pour réunir les gens que j'aime. Avec combien d'argent, toi, tu te vois dans quelques années, du coup ? Net ? En patrimoine ? En chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires ? Je sais pas si je le calculerai en chiffre d'affaires. J'ai des idées, des rêves. Là, on a acheté un premier appartement à Dubaï. Là, on aimerait bien construire à Bali. Je vois mon patrimoine. Je pense quand je ferai 1 million de chiffre d'affaires par mois, je serai bien, contente. Ok. C'est mon objectif. Même si je suis très bien, très contente, très heureuse, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. Mais j'ai quand même un accomplissement personnel. Le goût du challenge est toujours là. Toujours. Est-ce que tu veux des enfants ? Est-ce que tu as des projets Alors ça, c'est une bonne question parce que jusqu'à pas très longtemps, je me disais non. Je pense que peut-être hormonalement, j'en sais rien, mais je pense que c'est pas forcément hormonal. Je pense que c'est une question où si j'ai des enfants, je veux pouvoir offrir le plein potentiel d'une éducation que je souhaite. Et du coup, l'aspect financier, l'aspect de voyage, c'est quelque chose que je veux transmettre de par avoir des enfants. Mais autrement, oui, je me projette avec une vie de famille heureuse et des enfants. Combien, je sais pas. Mais en tout cas, pas un, ça c'est sûr. Plusieurs, combien, je sais pas. Ok. Et pour finir, est-ce que tu peux nous partager 3 sources d'inspiration déjà dans le branding e-commerce ? Des marques que tu trouves vraiment inspirantes et intéressantes ? Alors, il y a plusieurs marques que je trouve stylées.
C'est plutôt l'entrepreneur derrière que je trouve stylé parce que quand tu vois en fait la marque, pour moi, c'est juste la concrétisation de la créativité, de la vision que le fondateur a de sa marque. Donc pour le coup, j'en aurais des centaines à te donner parce que j'ai un fichier d'inspiration de marque que je vais voir régulièrement. Je pense que tu as un très bon exemple, celui de Gymshark, c'est hyper intéressant ce qu'il a pu faire. En partant de rien à créer une société de cette taille-là. Il y a aussi Frédéric Mazella de Blablacar que j'ai pu rencontrer aussi, écouter une de ses conférences. J'ai lu son livre aussi et c'est hyper intéressant de voir le quoi du comment il a développé sa boîte, la persévérance, tout ce qu'il a testé. C'est quelque chose de super inspirant. Et après, tu as plein d'autres petites marques que j'aime bien, mais pas dans l'aspect général, plutôt pour des petites choses à droite à gauche. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux nous partager 3 sources d'inspiration, mais en fait que tu as dans la vie? Donc ça peut être tout et rien, ça peut être quelqu'un de ta famille, un livre, peu importe. Les repas en famille, quand on est beaucoup autour d'une table, c'est vraiment des moments d'amour hyper forts, d'échange et tout. Donc ça remplit ta batterie à fond. Une autre chose qui remplit à fond ma batterie, ça va être le voyage, la culture et par exemple Bali, de voir quand même une culture et des gens qui vivent avec rien. Pour moi, ça c'est important pour toujours avoir les pieds sur terre et de me rencontrer, revaloriser ce que j'ai. Donc ça pour moi c'est un truc hyper important. Et je pense la troisième chose c'est communiquer, c'est parler, que ce soit dans mon couple, que ce soit avec d'autres entrepreneurs, la famille. Pour moi c'est une chose qui est super importante, c'est en parlant, en discutant, en brainstormant, que là, du coup, tu arrives à être encore plus créatif, à avoir des nouvelles idées, etc. Merci Méline. Merci Lisa, ça m'a fait plaisir. Pour tout. Un grand plaisir. C'était un super moment et très enrichissant. En tout cas, moi, j'en ressors... J'ai passé un super moment, ça m'a fait plaisir de partager tout ça. J'espère que ça pourra aider certaines personnes, que ça pourra inspirer sur des éléments, peu importe. Et puis, merci encore pour ce moment. De rien, avec grand plaisir. Merci.